Bonsoir tout le monde, on est mercredi, bienvenue sur le stream du Permacodeur. Alors, on en avait parlé, j'avais communiqué sur le sujet, c'est le grand retour donc des entretiens, donc le deuxième entretien, suite à celui qu'on avait fait avant l'été avec Sylvain, et ce soir c'est Alexandre qui nous rejoint, et on va parler, donc on avait teasé un petit peu le sujet, bonsoir Alexandre, on avait teasé un petit peu le sujet, c'est le Legacy. Alors, écoute, je vais te laisser te présenter 2 secondes, comme ça permettra aux autres de cadrer un petit peu, et puis voilà, et puis après 2-3 annonces, et puis on attaquera le cœur du sujet. Ok, merci pour l'invitation. Je m'appelle Alexandre Courdel, je fais du développement, de l'architecture logicielle et de la direction technique en indépendant depuis 4 ans, je crois, maintenant. Sachant que je reste assez main dans le cambouis, mais je suis quand même beaucoup plus d'attirance et d'appétence pour l'encadrement et tous les sujets socio-techniques autour du développement logiciel. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu as eu une actu éventuellement que tu veux nous partager, un truc que tu fais en ce moment et qui te fait vibrer, ou un truc que tu voudrais dire? Non, aucune actu, c'est la rentrée, avec son lot de problèmes et son lot de legacy. Mais rien de particulier à transmettre. Ouais, c'est clair. Ouais, effectivement, c'est la rentrée, on remet les mains dedans, et c'est un peu ça aussi qui nous a motivés à parler de ça, parce que j'ai vu passer un certain nombre de messages qui étaient ah là là, ça y est, il va falloir s'y remettre et tout, et c'est compliqué. On va faire une petite parenthèse juste avant, comme ça je me fais un petit peu de pub, histoire de, parce que j'aime bien, puis c'est mon stream, puis voilà, je vais en profiter. Mais surtout, ça va nous permettre aussi de faire un pont. Vendredi dernier, donc c'était le Jug Summer Camp, j'ai écrit un article dessus sur LinkedIn. Il y avait des conférences vraiment super cool dans tous les sens, donc voilà, je vais pas relancer tout ce que j'avais pu dire sur le Jug, mais c'est trop cool, donc n'hésitez pas à jeter un œil à l'article si ça vous intéresse, comme ça au moins vous aurez mon point de vue. Et il y a des confs super intéressantes dedans. Il y a des confs qui notent sur la physique quantique appliquée à l'informatique et de ce que ça va faire, des confs sur la cybersécurité, enfin voilà, il y en a qui sont assez intéressantes. Il y en avait une notamment sur le vibe coding, donc voilà, on en a beaucoup parlé des IA, etc. Et je me suis dit, tiens, une conf sur le vibe coding, c'est intéressant. Et moi, je m'intéresse surtout à comment on peut utiliser les LLM, notamment pour gérer du code existant. Et on va en parler pas mal ce soir du code existant, de ce que c'est que, voilà, on va rediscuter un peu de ce que c'est que les legacy, de ce qu'il y a derrière, comment on fait évoluer ça. Peut-être que les LLM vont nous sauver par rapport à ça. Donc, vous voyez, le spectre, en fait, il va être relativement large. Donc, on va commencer par le commencement, à savoir, on entend ce terme depuis longtemps, depuis très longtemps. Je me demande si je l'ai pas entendu depuis que j'ai commencé ma carrière au début des années 2000. Tiens, on va même peut-être commencer, avant de définir ce que c'est, depuis quand toi, Alexandre, t'entends parler de ce terme de legacy? Est-ce que c'est plutôt récent, ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé? Alors, sans vouloir être véhément, je suis plus jeune que toi, donc la première fois que j'ai entendu, ça faisait peut-être un moment que tu l'avais entendu, mais je l'ai entendu dès le début. Ok. Enfin, dès le début. T'arrives dans n'importe quelle organisation, on va te dire mais ça, à tel endroit, c'est du legacy. Ouais. Et il y a quand même un chemin à faire pour vraiment comprendre par toi-même, mais de quoi on parle et pourquoi on désigne ça du doigt. Et pourquoi tout le monde se refile une patate chaude à ne pas vouloir intervenir dessus. Mais c'est quelque chose que je pense même que dans les années 90, tu dois retrouver des traces, parce que toute organisation qui a un peu de passif, en fait, va se retrouver avec ce terme-là, en fait, quelque part. C'est intéressant, parce que je pense qu'il y a eu un shift, notamment avec l'éclatement de la bulle.com, donc aux alentours de 2002. J'ai commencé à bosser peu de temps avant, donc mes souvenirs sont quand même assez anciens, et puis ça fait un peu plus de 20 ans. Le truc, c'est que moi, j'ai commencé ma carrière dans tout ce qui était ERP, AS400, etc., donc des gros systèmes, pas vraiment des mainframes, parce que les AS400, c'était déjà une version un peu innovante de ces gros trucs qui prenaient des salles entières. Là, les S400, c'était juste un gros meuble. On va dire ça comme ça. Mais ouais, le truc, c'est que ce terme-là n'existait pas à l'époque, parce que c'était des systèmes qui existaient depuis très longtemps, depuis tellement longtemps, en fait, que leurs ancêtres, c'est-à-dire la génération d'avant, c'était littéralement les cartes perforées. Moi, j'avais codé en RPG, et le RPG, c'était un langage informatique, bien sûr,
mais qui était dans sa structure dérivée des cartes perforées. Donc, c'est vrai que le legacy là n'avait pas de sens. J'ai commencé à l'entendre moi à partir du moment où le monde a commencé à se javaïser, ce qui était un peu justement la tendance 2002-2005. Et non, mais c'est vrai, pour le coup, c'était à l'époque, tu vois, on va en reparler, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Cette phrase-là, on le disait, mais on le disait bien. Maintenant, ça a plutôt tendance à dire à l'époque, c'était révolutionnaire, puis maintenant, ça l'est moins. Alors que non, alors que ça a juste continué à évoluer. On va en parler. Mais ouais, j'ai senti ça. Il y a eu cette phase-là, la webisation, le fameux web 2.0, hein, les Facebook, etc. Quand il y a eu cette accélération-là, et je pense que ce terme-là, il est important, que là, on a commencé à se dire, OK, il y a maintenant et il y a ce qu'il y avait avant. Oui, alors je me demande si le web c'est un aspect, mais au même moment que le web, tu as quand même une numérisation et une création des SI dans les boîtes, des DSI, etc. Et en fait, il y a une espèce de biais du survivant qui fait qu'on s'est retrouvé à avoir des boîtes qui ont des logiciels et des boîtes qui durent. Et parce qu'elles durent, elles ont des problèmes qu'ils n'avaient pas avant, qui est qu'il y a un stock à gérer en fait. Au final, il y a un stock logiciel à gérer. Et je pense que ça, c'était un petit peu nouveau aussi. Parce que des boîtes se sont retrouvées à avoir des SI se sont retrouvées à avoir des écosystèmes logiciels, en fait, et chose qu'il n'y avait pas forcément avant. Chose qu'il n'y avait pas forcément avant. Si tu remarques bien, le legacy, on va peut-être moins en parler dans une entreprise qui gère un SaaS, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul produit, entre guillemets, et c'est quelque chose que je vais beaucoup plus entendre quand je vais rentrer dans une SI un peu mature. C'est vraiment, on va dire, une organisation technique au sein d'une organisation beaucoup plus grande qui va servir énormément d'intérêts différents et et du coup, on va se retrouver avec des systèmes plus ou moins datés, en fait. Voilà. Donc, le point d'orgue, en fait, de tout ça, c'est ce mot-là, daté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là où avant, on s'inscrivait dans un cycle long, et je me rappelle que les contrats se négociaient, alors je reprends mon truc, se négociaient avec IBM sur 5 ans, c'était facilement 5 ans, ce genre de choses, avec des contrats de maintenance. L'accélération qui a eu lieu fait que des choses qui paraissaient, mine de rien, fonctionnelles, etc., fonctionnelles, devenaient pour le coup datées. Et je pense que ce mot-là, il est important parce qu'on les regarde en fait avec une autre perception qui est que, ok, ça existe, mais c'est daté. Il y a vraiment ce gap technologique qui fait que, oui, c'est à l'ancienne. Et moi, je le mets à peu près là, mais je peux comprendre que pour certains, ça a toujours existé. C'est intéressant, ça d'ailleurs, comme perspective. Peut-être que le terme n'était pas celui-là, parce que c'est un terme un peu marketing qui a été repris et maintenant, il est utilisé un peu à toutes les sauces, surtout par les développeurs, en fait. Donc peut-être que, comme beaucoup de choses, avant, ce n'est pas nommé de cette façon-là et qu'il y a eu une convergence avec l'ère de l'information. Il y a eu une convergence beaucoup plus grande vers un terme unique pour le désigner, en fait, pour désigner ce côté-là. Oui. Et le truc, c'est que finalement, c'est vrai qu'en termes de définition, tu vois, si on devait définir le legacy, parce que souvent les gens ils me posent la question et moi je leur dis, mais c'est quoi le legacy ? Au-delà du fait que c'est daté, il y a une. Ouais, vas-y. En fait, contrairement à ce qu'on entend tous les jours sur le legacy, où il y a des définitions qui partent un peu dans tous les sens, quand tu t'intéresses au glossaire des DSI, au glossaire un peu officiel standard de l'architecture d'entreprise, on retrouve toujours plus ou moins les mêmes définitions et il y a la notion de daté. Et si je fais une espèce de condensé, c'est tout composant en production dont l'environnement diffère structurellement de l'environnement courant dû à une antériorité, en fait. Donc, tu vois, alors je mets un petit explication de termes sur environnement. Dans l'ingénierie des systèmes, on distingue le système à faire, qui est le produit, le service en soi, et le système pour faire, qui est toute la mécanique, les mécanismes que tu mets autour, la mécanique humaine, la mécanique technologique. Et dans notre contexte de développement logiciel, ça va être aussi bien les technos que tu utilises, mais ça va être aussi la façon dont tu interviens sur le code, la façon dont ton produit est mis en prod, et même l'endroit où il est mis en prod. Et donc, cette définition-là, pour moi, elle est parfaite, en fait, au sens que effectivement, c'est un composant dont l'environnement se retrouve. Il y a une distance qui s'opère entre l'environnement de ce composant et ton environnement courant. Et l'environnement courant, c'est quoi? C'est l'environnement pour lequel ton organisation est optimisée pour. C'est-à-dire, c'est celui pour lequel tous tes mecs, toutes tes équipes, tous tes process sont tournés. Ce qui fait que le résultat, c'est que toute intervention a un surcoût de base. Ok. Et c'est ça
d'ailleurs le nœud du projet. Donc toi, ouais, alors attends, tu sais quoi, limite, je vais faire ça comme ça. Je me dis, en fait, on est en train de dire qu'il y a une distance. C'est ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire, si je fais j'ai un extrait hydro qui tienne, on a une distance entre on va dire, l'idéal, on va dire, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que on va avoir notre legacy ici, que je regarde en même temps si on veut bien. Ouais, je vais le faire un peu plus haut. Hop, on a notre legacy qui est ici et on va dire, on a notre optimum qui est là. C'est ça, en fait. Alors, j'aime pas le terme d'optimum, mais c'est plutôt courant, en fait. Okay, on a courant. un environnement courant. Optimum, c'est encore une fois, c'est faire abstraction que demain sera différent. Mais il y a l'environnement actuel, donc tes équipes, elles sont tournées pour faire du Java, pour que ta prod, elle est tournée pour pousser sur Scaleway, par exemple, j'en sais rien. Uh-huh. Tu vois, t'as un environnement socio-technique qui est défini, qui est optimisé pour des process particuliers, pour des technologies particulières. Et tu as une distance, effectivement, avec ce legacy-là. Dû à une antériorité, ça c'est important. Dû à une antériorité. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, à un moment, oui, parce que le legacy, à un moment donné, il a été, bonjour de Werewolf. Le legacy, à un moment donné, il a été existant. Il a fait partie du courant. On ne naît pas legacy, en fait. C'était le courant. Et c'est surtout pour éviter le côté, encore, je sais pas, ton équipe, elle fait du PHP, elle produit, le versionning est sur GitHub et tu pousses sur OVH. Elle fait une acquisition. Dans ton équipe, tu te retrouves à gérer un produit en PHP sur un GitLab que tu pousses sur Scaleway. C'est pas du legacy. C'est différent pour l'objectif courant, mais c'est pas du legacy. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Il faut bien faire la différence entre les différentes appellations. C'est vrai que je pense que dans Legacy, on a mis un petit peu n'importe quoi. Moi, je décrivais ça il y a pas si longtemps que ça comme étant le tapis. Tu sais, un tapis en dessous duquel tu mets tout ce que tu veux plus traiter, en fait, d'une certaine manière. Mais c'est pas tout à fait ça. Alors, on pourrait voir, si je reprends ton coup de tapis, c'est que sur un même produit, si tu mets trop de choses sur le tapis, sous le tapis, ça peut devenir du legacy à la fin. C'est-à-dire que tu as une distance, encore une fois, avec ton environnement courant qui c'est tellement grande que, il y a un mot que j'ai pas utilisé dans la définition, mais que j'aurais dû, c'est qu'il y a une différence structurelle, en fait, entre l'environnement legacy. Il faut que ce soit structurel. Il faut pas que ce soit paramétrique. Okay. Toute ta boîte, elle fait du Go. T'as un logiciel que t'as pas touché, mais qui est en version, qui a 2 versions de retard. C'est pas du legacy. Il faut des changements structurels. Il ne peut pas y avoir de linéarité dans l'évolution. C'est-à-dire qu'il faut une rupture à un moment donné. C'est-à-dire que tu as ton legacy, je sais pas, si on dit qu'on a, je sais pas, je prends l'exemple du Java, puisque souvent on oppose ça, ce qui est plutôt drôle. Moi, je reste encore avec mon Java, c'était la révolution à l'époque. Et là, maintenant, on dit qu'on est plutôt sur du Go, du Rust, on s'en fout du Node.js. Et c'est vraiment ce changement-là de paradigme où on dit, OK, à un moment donné, on change de techno, qui fait que on a cette relation-là, quoi. Oui, et qu'il n'y a pas t'as pas une transition douce, en fait. Il y aura pas de transition douce par itération. Tu vas devoir forcément le passer d'un état A à un état B. Alors, tu peux imaginer des états intermédiaires, mais ce sera pas, de manière continue, en fait. C'est pas un update. C'est vraiment, il y a, une migration, par exemple, d'un provider à un autre, par exemple. C'est que ton legacy, ça peut être du code, des produits qui sont encore hébergés chez ton ancien provider avec les anciennes pratiques. Ops, par exemple, tes anciennes façons de monitorer, etc. Donc, il y a un côté vraiment cassage, un côté, un changement structurel. Ok, très bien. Moi, alors, en fait, c'est ça, c'est que j'arrive pas à faire la différence vraiment entre ce que tu dis d'itération qui fait que au fur et à mesure, on se retrouve avec du legacy et une accrétion, tu vois, c'est vraiment le terme qui me revient là, je sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui revient, mais vraiment une accrétion au fur et à mesure, mais qui est pour le coup beaucoup plus continue, alors que toi tu disais que probablement que non, de une stack existante où à force de modifs, à force éventuellement de non-évolution, alors c'est peut-être là, en fait, c'est peut-être là-dedans que se niche la transition vers un legacy, ce moment où on dit c'est trop lourd de maintenir, donc on continue un peu sur la lancée technologique qu'on avait quand on a mis en place, donc les libs majeurs qu'on avait quand on a lancé le framework, etc. Et on se retrouve avec cet élan qui tombe un petit peu, de se dire ah ouais mais là on a 3 versions de retard alors qu'avant on en avait que 2, alors qu'avant qu'on en avait que 1, tu vois, vraiment ce genre de truc. Mais peut-être que ça rejoint ce que tu dis sur l'aspect itératif de la chose. Alors
oui, il peut y avoir ça, mais si tu regardes bien, il va y avoir un moment où ton itération, elle va avoir en fait, les itérations, elles ont des micro-changements structurels, d'accord? Et quand tu vas les additionner, à la fin, ça fait un gros changement. Et cette distance-là, elle est trop grande, en fait. Ça nécessite un gros effort, non seulement un changement de contexte, ça a un coût, c'est-à-dire que les gens, quand tu vas leur demander d'intervenir dessus, ils vont passer d'un contexte A à un contexte B, et cette différence est tellement grande que tu vas avoir un surcoût d'intervention en général. Ok. Mais en plus, revenir on va dire, le remettre à environnement courant, on va dire, il y a un gros changement de gap. En fait, il y a un gros changement de gap. Mais c'est vrai que je suis d'accord pour dire qu'il y a un pain dans le côté, il faut un changement structurel pour que ce soit legacy, sauf que ton environnement courant, n'est changé que par itération. Sauf que certaines itérations sont structurelles. Quand tu vas changer et certains changements, itérations sont structurelles. Quand tu vas décider de changer ta stack de Java à Go, c'est un changement structurel. C'est un changement structurel, en fait. Pourtant, c'est juste une itération. C'est-à-dire que dans ton environnement, tu ne changes qu'une chose. C'est le langage. Oui, alors c'est gros parce qu'effectivement, il y a le langage, il y a les éventuels frameworks, il y a l'écosystème, il y a tout ce qui vient derrière, quoi. C'est gros, mais ce n'est qu'une partie de ton environnement, si tu regardes bien. Ouais, il y a l'environnement d'intervention, il y a l'environnement d'exécution qui font partie aussi. Les ops considèrent qu'ils ont du legacy aussi, en fait. oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de raison. Enfin, en termes d'infrastructure, oui, si on était, et je l'entends souvent, d'ailleurs, on était chez un cloud provider, on passe chez un autre, ou alors on était on-premise et on passe dans le cloud, avec un move to cloud. Donc oui, ce qu'il y avait avant, oui, c'est ça, c'est peut-être comme ça, en fait, qu'on peut définir de legacy. C'est ce qu'il y avait avant et que on ne va plus toucher, qu'on a décommissionné. Oui, après il y a la raison de pourquoi il y a cette stagnation. Mais c'est un environnement qui stagne. En tout cas, c'est sûr qu'il stagne et qui s'éloigne de notre environnement courant. D'accord, mais c'est bien initié. En fait, j'ai presque envie de dire, je cherche à le définir en se disant, mais dans ce cas-là, c'est peut-être conscient. C'est-à-dire que c'est conscient ou c'est indirect. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit, bah tu vois. Après, je pense que le changement de langage, c'est peut-être un peu gros. Moi, ce que j'ai vu dans les exemples qui me viennent en tête, c'est surtout, on a un système qui existe, qui produit, depuis des années, et on le considère comme trop complexe. Voilà, déjà on peut se poser la question parce que pour moi la complexité c'est surtout le métier, hein, c'est pas forcément l'implème, enfin c'est lié, mais voilà, il y a ce sujet-là et donc il y a cette espèce de trop qui est une espèce de rupture qui consiste à dire comme c'est trop, on décide de faire autre chose à côté, tu vois, et c'est là qu'intervient le changement. On va en profiter pour passer à Go, à Rust, ce que vous voulez, et donc comme on fait un nouveau truc à côté, de fait, le truc qui était avant, il devient legacy. Alors, oui, mais effectivement, là, on pourrait dire que c'est du legacy volontaire. Et tu peux aussi te retrouver avec du legacy involontaire. Mais il peut y avoir de nombreuses raisons à avoir du legacy volontaire. C'est-à-dire de dire, ça, on va le figer et on va passer sur autre chose. Tu viens d'en citer une. Mais au final, ton trop complexe, moi, je le comprends comme une ligne business. En fait, une ressource. On n'a plus les ressources, en fait. Pour le faire, on va aller ailleurs pour dégager plus de productivité. En gros, pour avoir un meilleur rendement sur nos ressources. C'est comme ça que je l'entends, au final. C'est que c'est un déplacement de ressources. Oui, non, c'est parfaitement valide. Et l'axe business me va très bien parce que de toute façon, on ne peut pas déclencher de nouveaux projets ou en tout cas de ce qui va créer le nouveau parce que je pense pas qu'il y ait des boîtes qui aient un système qui disent c'est legacy et puis ils font rien à côté. Tu vois, ça me paraît bizarre de se dire on a un legacy et puis oui, mais legacy, tu vois, limite c'est par rapport à quoi? J'ai l'impression qu'il y a toujours. Tu vois, c'est sûr que il faut pas si tu as un seul produit, que ton produit, les technologies de ton produit sont ultra datées, ça en fait pas du legacy. Et c'est ça. Un produit courant. C'est ton environnement courant. C'est qu'il y a eu, encore une fois, un mouvement qui a été opéré, un mouvement et ton quotidien, ton contexte quotidien ne correspond plus au contexte d'exécution et d'intervention de ce legacy-là. Mais, donc, tu as cité un changement de ressources. Je suis sûr faut que je réfléchisse en parlant d'autres raisons d'avoir du legacy volontaire. Il peut y avoir des raisons légales, c'est-à-dire quand on vit dans un monde où il y a des réglementations qu'on ignore, mais tu pourrais avoir des réglementations de dire on a certifié ce bordel-là, donc il faut le toucher parce que la certification elle tombe si c'est ah oui.
Oui, c'est un cas particulier de fossilisation de la partie logicielle. Tout à fait. En fait, ça m'est jamais arrivé, mais le monde est suffisamment complexe pour que je puisse dire de manière à peu près certaine que ça a déjà dû arriver. Oui. Que lié à lié à une réglementation, à une normalisation, ne serait-ce que parce que, tu sais, parfois, t'as j'ai oublié le nom de cette clause, mais quand, sur des gros systèmes qu'une boîte va acheter à une autre boîte, il y a un côté, on va consigner le programme, en fait, parce que si la boîte fournisseur, elle tombe, elle meurt, machin. Ah oui. Il faut que le client puisse récupérer le logiciel. Oui, pour la réversibilité notamment. Ouais, alors je crois qu'il y a un terme dans les contrats. Oui, ça me dit quelque chose. Si vous êtes du légal et que vous nous écoutez, n'hésitez pas. Ouais, vraiment, n'hésitez pas à intervenir et à dire, mais ne serait-ce que pour que le client puisse assurer la continuité en fait du service. Oui. Mais tu vois, c'est une des raisons où on pourrait se dire la consignation nous coûte une blinde, on est feature complète à peu près, c'est-à-dire en gros le métier est satisfait. Bon ben on va figer ça, en fait, on va le consigner et point barre, on fait tourner comme ça et puis voilà, ça peut être un autre. Donc oui, on a l'action business qui consiste à dire ok, on avait une situation, on avait une stack, etc. Maintenant, on prend la décision pour un certain nombre de raisons. On a cité la consignation, mais il peut y en avoir d'autres. Ça peut être, j'ai en tête notamment un cas, alors qui est du réglementaire, mais dans le sens où il y a une évolution réglementaire qui fait que on doit changer l'architecture. Et donc changer l'architecture, c'est lourd. Quitte à changer l'architecture, on fait un truc nouveau. Alors, on peut se poser la question de ce genre de décision assez radicale, et donc de passer un petit peu en pertes et profits ce qu'il y avait d'existant et de se dire on va refaire. On va faire évoluer, et donc limite les nouveaux prétextes, un changement de patron, comme je disais, un changement réglementaire. Ça peut être aussi un changement d'équipe. Tous les gens qui maintenaient, j'ai vu ça aussi. Tous les gens qui maintenaient la solution X qui était en version Y ou en framework Z, ils se sont barrés. J'ai racheté ou j'ai repris une boîte ou j'ai réembauché des gens qui font du alpha, enfin autre chose, une autre technologie. Et donc, je me retrouve avec mon existant et après mes nouvelles ressources d'une manière générale. Parce qu'à tout moment, tu essaies d'améliorer ta productivité, un pivot, c'est ça. T'essayes d'avoir une harmonie entre les individus que tu as, leurs compétences et les process que tu veux mettre en place. Donc, effectivement, demain, t'as un logiciel en Java et demain, pour X raisons, tous les développeurs Java s'en vont et on voit les développeurs Go. Il vaut mieux, c'est peut-être pour le futur de ta boîte, c'est peut-être plus en train de dire, on pose le Java et on passe en Go. Mais ça, là, on parle quand même d'un legacy qui est, j'ai envie de dire de white legacy au sens où il est reconnu, parce qu'on on le voit. Shadow, on le voit et il est connu par la direction. En fait, il est assumé. Il peut être assumé de toute façon parce qu'ils ont signé l'échec. Et donc décidé d'une certaine manière. Et décidé d'une certaine manière. Mais on peut aussi parler du Shadow Legacy. Et le Shadow Legacy, et c'est là où les devs vont un peu plus jouer dessus, c'est qu'en fait, c'est des programmes qui vont tellement entraîner de dettes, en fait, la dette technique, c'est encore un autre sujet où mais de retard technologique, si tu veux, qu'il va y avoir encore une fois un tel que les devs devront progressivement se désintéresser de la maintenance de ces systèmes-là, sans pour autant que ce soit assumé d'un point de vue direction, gestion, etc. Mais faire évoluer le reste, et ne serait-ce que par on va dire ce double standard, en fait, cette double standard, tu vas opérer avec des systèmes qui seront désignés comme legacy par les devs, qui seront de fait du legacy, mais du shadow legacy, c'est-à-dire que c'est pas décidé par l'organisation. C'est putain, on a des systèmes qui sont à la ramasse, c'est la merde d'intervenir dessus, mais c'est juste parce que en gros les devs, alors ils sont pas les seuls fautifs, tu as un manager au-dessus qui est censé aussi faire attention, mais on laissait tomber ça, en fait. À force de mettre des choses sous le tapis, justement, comme tu disais. À force de mettre des choses sous le tapis, la distance est trop grande entre le bon et le juste actuel et l'état du truc. Oui, c'est ça, c'est le fameux, j'ai l'expression en anglais, c'est le death by a thousand cuts, quoi. C'est la mort par des petites coupures de papier très très progressives, quoi. La torture de la goutte d'eau, enfin voilà, c'est. Oui, voilà. Et moi j'appelle ça du shadow legacy parce que c'est pas connu comme tel. Et en général, quand ça, à un moment ça éclate dans le sens où la direction qui va demander un truc, elle va voir que les résultats sont
Oui, le time to market est dégueulasse. Ouais, elle est dégueulasse, machin. Elle me dit, en fait, Je mets un c'est nouveau que- bouton. Bah, il va falloir attendre 3 mois, chef. Ouais, c'est le genre de truc, quoi. 3 mois, parce que ce truc-là, on est obligé d'aller dans le data center pour le faire. Voilà, où ça pète tout le temps et puis on comprend pas pourquoi. Voilà. Mais comment ça se fait que c'est pas passé dans le process actuel, là où tout est automatique, etc. On a eu la flemme. C'est ça, on est DevOps, mais en fait, pas vraiment. Ouais. Alors, on va pas dire qu'on fait des débats, parce qu'il y a des milliers de raisons qui font que, mais il y a des milliers de raisons qui font que un système par petite coupure devient du legacy, mais pas voulu, pas assumé. Et en général, c'est cela qui crée de la souffrance. En fait, Oui. chez les devs. En fait, qui crée de la souffrance. Parce qu'un legacy assumé, bon, un legacy que t'assumes. Il est là, tu dois faire avec, tu dois intervenir dessus. Tout le monde sait, y compris tes managers et la direction, que il y a un coût d'intervention qui est plus lourd. Donc oui, on te demande le best effort. En fait, il y a pas de pression à intervenir dessus. On sait que tu vas pas pouvoir faire du boulot, tu vas pas pouvoir faire de l'état de l'art, mais c'est assumé. Et c'est même pas voulu, hein, d'ailleurs. Moi, je me rappelle de 2-3 fois où j'ai dû intervenir sur des bases de code bien trapues, comme on dit, et qui étaient estampillées legacy pour le coup. Et j'avais un mot d'ordre qui était non, mais tu te poses même pas la question de refonte, de machin, de bumper, quoi que ce soit. On a un problème là-dessus, il faut fixer ça, point barre. Ah oui, mais moi ça me va très bien en fait. Oui. T'es pas le legacy en fait, du moment qu'il est assumé, il y a 80% des problèmes qui s'en vont. En fait, c'est oui, effectivement, tu dois le maintenir, parfois qu'on a des raisons légales, machin, etc. Oui. Donc effectivement, c'est une partie pénible du job, mais ça fait partie du job et passe pas de temps, juste fais du best effort en fait. On veut plus investir dessus, on veut limiter la casse, donc corrige, ajoute, machin, comme tu peux, essaye de faire la documentation à peu près, mais tu te poses pas plus de questions, en fait. Oui. Et ça, en vrai, ça va. C'est le Shadow Legacy qui est, parce que les mecs, on leur demande on leur met les mêmes contraintes que pour on va dire le logiciel courant, en fait, l'environnement courant, etc. Ils ne peuvent pas le faire. Et c'est de là qu'est née une friction, une souffrance, ce que tu veux, il y aura là. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas aligné. C'est-à-dire que comme il n'est pas assumé le legacy, eh ben en fait, on ne peut pas dire les choses. On peut pas dire, ok, il est en read only d'une certaine manière. Tu vois, on met pas la MCO. Enfin voilà, on paye pas les coûts de maintenance, d'évolution, etc. D'évolution des dépendances, des vulnérabilités. Et puis c'est un gros sujet ça en ce moment. Les dépendances et leurs vulnérabilités, les supply chain attack, tout ça. Donc effectivement, on gère pas ça. Sauf que je pense que ce qui caractérise aussi un legacy, c'est qu'il est en prod. C'est ça le truc. C'est qu'à la limite, s'il était pas en prod, on fait une croix sur le truc, on le prend, on le tège, et c'est même plus un sujet, quoi. Sauf que il existe, le legacy. Il est en prod, et s'il est en prod, il rapporte du pognon. Parce que je pense qu'on le mettrait pas en prod s'il rapportait pas de pognon. Donc on a un truc. Vas-y. Alors, il rapporte du pognon, ou il a rapporté, et on a une obligation légale de le maintenir pendant 10 ans. C'est-à-dire que on n'est plus dans la logique de il rapporte plus d'argent qu'on dépense, on veut qu'il nous fasse dépenser le moins. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais oui, ok. Ça peut être un ROI positif ou une contrainte externe. Oui. Non, mais effectivement. Mais en tout cas, il n'est pas pourri en prod. En fait. Il n'est pas pourri en prod. C'est ça. Donc, et il y reste. Pas pour rien. Une fois qu'on dit ça, autant ne pas le subir. Donc, il y a des moyens de pas. Je te parle pas de refondre en fait, mais il y a des moyens de se dire, ok, donc c'est un environnement, un deuxième type d'environnement. On a des moyens d'abord d'assumer le fait que c'est pas le meilleur de nos environnements, et il y a des moyens probablement au quotidien pour ne pas le subir. Oui, voilà. Mais est-ce que dans ce cas-là, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut éviter et se dire on vit 10, 15, 20 ans avec un truc qui pour le coup n'est jamais un legacy? Une boîte monoproduit, j'imagine que oui, dans la mesure où elle a rien créé à côté, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas créé d'outils pour améliorer sa productivité. Parce qu'en fait, du legacy, ça peut être un script. Il y a des boîtes, toute leur infra, elle tourne grâce à un script qui est en bash, qui n'a pas été touché par personne. Et pour les ops, c'est du legacy, en fait. Donc, plus tout simplement, plus tu as un écosystème logiciel important, plus tu as de chances d'avoir du legacy. Mais c'est sûr que si, dans l'idéal, tu n'as qu'une seule chose, donc ton produit, ton service, ça veut dire que tu n'as qu'un seul environnement courant, donc tu n'auras jamais de différentiel. Donc effectivement, dans ces cas-là, on pourrait se dire, c'est quoi les bonnes pratiques pour que dans ton écosystème,
déjà, tu limites le shadow writing, qui est jamais de laisser pour compte. C'est ça, à la limite, on peut se poser la question, ouais. C'est plus ça, c'est comment tu fais pour qu'il n'y ait jamais de laisser pour compte, laisser en arrière, et que tout ce qui doit être à l'avant, avec le convoi, reste à l'avant avec le convoi. Sachant que à mon avis, c'est une question multidimensionnelle, et je pose la question, c'est ouvert, et j'ai pas de réponse absolue. Ouais, non, mais effectivement, si on devait faire des caractéristiques, on serait en train de dire monoproduit, ça aide. Hein, on peut dire ça, que ça aide, puisque effectivement, si on a un truc dans le temps, on peut se dire, ok, on a une ligne directrice, une roadmap qu'on peut alimenter, et donc intégrer dans cette roadmap tous les éléments qui vont nous éviter le fait d'arriver sur ce Shadow Legacy, quoi. Et puis même, monoproduit, tu peux décider de figer la techno, mais comme c'est le seul environnement que tu as, il n'y a pas de friction, en fait. Oui, tu as des vieux développeurs qui développent en Java... COBOL, si on prend ça. ou en COBOL, et ça pose pas de problème, parce qu'ils doivent pas switcher de COBOL à Go, en fait, ou de COBOL à Rust dans leur journée. Ok, donc pas de switch. En fait, il y a une notion, vraiment, je pense, il faut de productivité et de friction, en fait, d'un différentiel. Le différentiel entre ton quotidien en tant que dev, l'environnement quotidien, et l'environnement et le contexte de ton truc. Donc, du moment qu'il n'y a pas de ce différentiel-là, tu peux pas dire que c'est un legacy. Il n'y a pas de différentiel, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distance, en fait. Même s'il est pourri d'être, en fait, même si ton logiciel est pourri d'être technique, c'est pas du legacy, c'est ton environnement courant. Est-ce que oui. Oui, c'est clair. Je réfléchis en fait au contre-argument qu'on pourrait avoir par rapport à ça. Oui. Alors dans ce cas-là, ce qui pourrait se passer, je comprends ton interprétation, mais je pense qu'il y a beaucoup de devs qui ne la partagent pas. Je vais me faire l'avocat du diable de ce point de vue-là, dans le sens où j'ai déjà vu des boîtes qui étaient monoproduits, mais qui étaient effectivement avec des stacks anciennes, mais l'image que se font des devs de ce que devrait être le produit, tu vois le truc, crée en fait de fait en termes de conceptualisation un legacy. C'est-à-dire on est sur un truc comme tu disais Java 9, alors que je sais pas, il y a Java 21 qui a dû sortir un truc comme ça. Il y a pas longtemps, je suis pas à jour, hein, m'en voulez pas. Mais de se dire bah ouais, moi je fais du Java 21, j'en fais sur mes side projects ou j'en ai fait dans ma boîte d'avant, on s'en fout. Mais là, le produit qui existe depuis des années, il est en Java 9. Parce que du haut de ma montagne, tout ça, de grands puristes machin, je considère que ça, c'est du legacy. Oui, alors, je fais l'avocat du diable, mais moi, il y a un truc, la seule définition qui compte, c'est à l'échelle de l'organisation. Ok. Donc, le fait que toi, non mais vraiment, j'ai un truc, c'est que là, le legacy, en fait, c'est un sujet organisationnel, c'est pas un sujet subjectif des devs. Donc, effectivement, j'entends que un dev va retrouver, lui, à titre personnel, une forme de souffrance parce que lui, dans son, comme tu dis, dans ses side projects, machin, il fait de la rocket science, machin. Dans son idéal, tu vois. Ou dans son idéal, et dans la vie de tous les jours, bah, il gère un produit qui est daté. Mais je m'en fous parce que le legacy, c'est la définition de legacy, c'est aux yeux de l'organisation, en fait. Je comprends. Après, ça veut peut-être dire que t'es pas fait pour ce job, et peut-être que si tu veux retrouver du plaisir, il faut que t'ailles voir ailleurs. Mais sachant qu'il y a un autre truc, c'est que si tu admettons que ta stack est en Java 9 et que toi, en tant que développeur, tu passes plus de temps à maîtriser le Java 21. Aussi, je connais pas la le dernier Java en date, quoi. Le dernier Java en date. Est-ce que tu vas être vraiment si bon dans la stack de ton boulot? C'est une excellente question. C'est une excellente question, tu vois. Et je pense, et c'est pour ça qu'on le voit souvent, ce terme de legacy, et on voit souvent des gens réagir, en fait, par rapport à ça, en bien ou en mal, c'est pas la question. Mais je pense que derrière ce sujet-là, il y a un sujet de l'appréciation des compétences des devs, en général, vis-à-vis des stacks qu'ils maîtrisent au niveau professionnel. Dans le sens où, ouais, c'est facile, et on l'a vu avec des termes, moi je sais que je tape souvent sur le résumé, le CV Driven Development, tu vois, ce genre de choses, le résumé Driven Development en anglais, sur cette espèce de projection de dire, bah ouais, je me suis mis à React, donc, il est important le mot, la base de code qu'on a en Angular, allez, je vais dire 12, ça je connais un peu mieux, puisque c'est pas la 12 la dernière, donc, la version d'Angular qu'on a, ou Angular même du manière générale, c'est du legacy. Tu vois, et je pense que ça rejoint des sujets même de gestion des ressources humaines, de recrutement aussi.
Je prends l'exemple du COBOL, comme ça je voudrais bien avoir ton avis là-dessus. On parle des stacks en COBOL, donc une base de code en COBOL n'est pas forcément du legacy. Tu vois, c'est un monoproduit, il évolue, c'est du COBOL. On prend l'exemple des mainframes dans les banques. Je pense pas qu'ils considèrent que ce soit du legacy. Enfin, du moins, ce serait intéressant d'avoir leur avis. Mais dans notre définition, c'est pas le cas. Sauf que, faut les trouver, les gens qui en font du COBOL, tu vois. Et les gens que tu trouves qui font du COBOL, ils sont soit très proches de la retraite, et ou ils vont te demander énormément de pognon à la journée. Alors, on pense notamment aux sous-couches financières, en général, quand on parle de COBOL. Oui, c'est ça, oui. Il faut savoir, en fait, le problème de recrutement, c'est pas la compétence en COBOL. Le COBOL est un langage haut niveau, vachement très accessible. Oui, en fait, le problème, c'est que tu trouves personne qui a les 20 ans d'expérience métier pour comprendre le code. En fait, c'est ça le plus dur. C'est de comprendre, notamment dans les couches financières, de pourquoi à tel endroit, tu as un if sur une date et que tu as des comportements différents en fonction de la date qui est présente dans tel attribut. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, à telle date, il y a eu telle réglementation internationale qui est passée, à telle date, c'est telle réglementation, et machin, etc. Et tu dois maintenir les actifs en fonction. C'est ça qui est difficile à trouver. C'est pas le mec qui arrive à maîtriser COBOL. En vrai, maîtriser le COBOL, ça prendra autant de temps que maîtriser le Go ou le Rust. C'est vrai, oui, bien sûr. Peut-être même plus vite, hein. Que le Rust, ouais, que le Go, il y a quand même un niveau d'expressivité. Bref, à peu près pareil. Mais on trouve personne qui a l'expérience métier pour comprendre, en fait, le code. Mais le code métier, pas d'un point de vue technique. Donc, effectivement, si on revient sur du legacy, c'est pas du legacy, c'est leur environnement courant. Quoique, j'en sais rien, parce que maintenant, ils ont quand même pondu des couches au-dessus, hein. Oui, ça évolue. Enfin, oui, on en est plus au stade d'il y a 20 ans. Voilà. Donc, est-ce que, ce serait intéressant, effectivement, de savoir, par exemple, dans une organisation bancaire, comment est gérée la partie en COBOL? Est-ce qu'ils ont gardé leur équipe, COBOL? Tiens, c'est des gars qui ont 60 ans et qui travaillent sur ça. Et est-ce qu'il y a une séparation vraiment des équipes, etc., entre ceux qui gèrent le COBOL et ceux qui vont gérer la stack plus récente? Ou est-ce qu'en fait, on demande tout simplement à ceux qui gèrent les stacks les plus récentes, de temps en temps, descendre s'occuper du legacy? C'est ça. Mais donc, oui, c'est une tâche dédiée de se dire, il va falloir aller s'occuper du legacy, je sais pas, pour de la maintenance ou pour qu'il y a un vrai problème. Comme tu dis, il y a peut-être un problème de légal, il y a peut-être une vulnérabilité. Enfin, voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles il faut aller descendre à la cave, quoi, aller palper la bête. Ouais, non, je comprends tout à fait. Après, il faut, si ton système qui est legacy du point de vue de la définition qu'on a donnée, c'est-à-dire que il a un environnement technologique un petit peu daté et structurellement différent de ton environnement courant. Si ce système-là, c'est ton nerf de la guerre, en fait, ça vaut peut-être le coup d'avoir une équipe qui se spécialise sur cette stack-là, qui reste sur cette stack-là, en fait. Si c'est le logiciel qui fait 80% de ton chiffre d'affaires, en fait, peut-être que en fait c'est ce qu'on appellerait le legacy d'un point de vue fresque linéaire temporelle. En fait, c'est ton environnement courant. C'est juste que oui, ton environnement courant, il est sur des technologies un peu datées, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. C'est que il y a une notion d'importance aussi dans l'écosystème l'écosystème software que tu gères, en fait, Et dans ces cas-là, tu veux des mecs qui maîtrisent la stack parfaitement, au mieux, en tout cas, même si cette stack, elle est vieille ou tu vois, elle est passée. Donc tu veux pas des mecs qui rêvent de faire du Go à côté. Tu veux des mecs, non, les mecs, ton sujet principal, c'est Java 9, en fait. Ouais. Java 9, le garbage collector à la con de l'époque, etc. Ouais, non, je comprends, effectivement. On a Keltar qui nous dit Legacy égale toute application dont l'architecture est suffisamment ancienne pour que l'empilement de couches rend l'ensemble figé et non alignable avec les stacks standards actuels. Déjà, merci beaucoup pour la question. Pour la définition. La définition. Mais en fait, ce qu'il dit, ça revient exactement à dire que c'est tout composant en production dont l'environnement diffère structurellement de l'environnement courant, en fait. C'est juste que là, il dit que c'est par empilement de couches. Mais on est toujours sur les mêmes concepts, en fait. C'est le mot standard, moi, qui m'interroge. Parce que c'est là, et je sais que j'en avais longuement parlé à un moment donné. J'ai
est-ce que le COBOL c'est standard? Tu vois, pour reprendre cet exemple-là, je peux prendre Java 9 ou je peux prendre autre chose, hein. Mais non. Standard à l'échelle de l'organisation. Attention, c'est ça. À l'échelle de l'organisation. Je pense que c'est important. C'est standard, donc à l'échelle de l'organisation, pas à l'échelle. Voilà, les standards sont pas en entreprise. Merci, Qatar, de préciser. Ouais, effectivement. Donc et donc, je reviens sur mon côté. Peut-être que ta stack en COBOL est ton standard d'entreprise. Oui. Et tout le reste, c'est un environnement secondaire. Même ce qui est fait en Rust, poussé sur Vercel, tu vois, ou en vibe coding, par exemple. J'en sais rien. Donc il y a effectivement, il y a une notion pour que je pense que il y a une dimension supplémentaire, c'est que c'est pas parce que c'est daté et que tu fais des choses plus récentes à côté que c'est ton legacy. Il faut que ce soit peut-être je sais pas comment on pourrait dire, mais un composant secondaire ou un environnement secondaire, en fait. C'est ça. Oui, bien sûr. Non, mais je vois l'idée. Il faut qu'on définisse la stack standard de l'entreprise. C'est important de l'entreprise et c'est bien de le préciser parce que si je refais mon parallèle avec justement les devs qui pensent et des devs qui pensent que le standard c'est ci ou c'est ça. On a vu, je vais prendre l'exemple du développement web parce que ça pour le coup ça a beaucoup évolué, sans reprendre mon exemple de Angular vers React. Mais oui, moi j'ai senti un shift à un moment donné. Et j'ai un peu une question d'œuf ou de la poule de comment on définit un standard dans une entreprise. C'est pas un CTO qui est dans une cave qui ressort et puis qui dit le standard de l'entreprise, c'est ça. Non, c'est soit un standard de fait parce que on a une application qui est en Java 9, pour reprendre cet exemple-là, ou qui était en Angular à l'époque, et on passe pas magiquement d'Angular à React, on passe pas magiquement de Java 9 à Go, tu vois, ou autre, pour reprendre ce qu'on a fait. Je suis d'accord. Donc il y a forcément une influence externe. C'est là où je veux en venir. C'est à un moment donné, il y a un shift. Pour moi, c'est un choix business parce que en fait, ce que tu as décidé comme environnement standard, comme stack standard, elle a des impacts sur ta capacité de recrutement, sur tes coûts de recrutement, sur ton écosystème, sur la facilité que tu vas avoir pour faire évoluer ton produit ou les besoins que tu vas devoir faire réaliser toi-même. En fait, est-ce que tu as déjà des trucs sur l'étagère? Donc pour moi, c'est éminemment business. C'est pas des sujets. Okay. Donc forcément que c'est pas juste le CTO. Ensuite, je voudrais revenir sur ce que dit Kelta, le standard d'une entreprise étant la façon dont l'entreprise construit une nouvelle application à un instant T. Ça, je suis pas d'accord. Parce qu'à un instant T, tu as plein d'équipes qui testent de nouveaux trucs avec de nouveaux langages. Pour moi, le standard, c'est ce qui fait tourner 80% de l'entreprise, en fait. Tu peux avoir des migrations de standards, ça peut prendre du temps, tu peux y avoir des essais de nouvelles technologies, mais 80%, c'est comme ça. Oui, bien sûr. Ça peut pas être juste la dernière équipe qui veut tester le truc à la mode, ça peut pas devenir ça le standard, en fait. Non. C'est plus complexe que ça. D'ailleurs, ça voudrait dire que, en fait, le standard de la façon de le mettre en prod, il peut être décidé par ton équipe marketing. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé, elle voulait pas passer par ta SI pour aller plus vite. Elle a fait du shadow IT dans une agence web. Elle leur a dit, bon, on met tout sur OVH. Alors que toi, t'as tout en interne. Donc, ça voudrait dire que ton standard, c'est de mettre en prod sur OVH. Donc, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Mais le standard, c'est sortir du déni, je pense, à un moment donné. C'est-à-dire sortir du déni, c'est-à-dire que dire ce Shadow IT, je prends l'exemple du marketing avec OVH, oui, c'est ça, c'est de se dire à un moment donné, oui, il y a un truc qui a été fait dans un coin, est-ce que ça, on le considère, et c'est peut-être aussi le travail du CTO, il y a peut-être à un moment donné ce rôle-là derrière qui doit peser, qui consiste à trier le grain de livret, et puis à dire, ok, on a ça qui existe dans notre stack d'une manière générale, il y a des petites verrues, on va dire ça comme ça, qui sont été plus ou moins choisies, plus ou moins expérimentées parce que c'était les équipes, parce que c'était une problématique à un moment donné qui a nécessité que, et à un moment donné, il y a quand même un choix, comme tu disais, donc une bascule du Shadow Legacy au White Legacy, au Legacy officiel, on va dire, brandé par une décision business. Tout à fait, et ça me va, et effectivement, il faut expérimenter, de toute manière. Donc, tu es obligé de les avoir, ces verrues. Si elles sont autorisées et donc en white, tu vas pouvoir analyser, mettre des metrics et vérifier que, effectivement, tu as une dizaine de services en Java, tu vas peut-être d'abord en faire un en Go pour voir si ça se passe bien, voir les réactions, voir avoir des feedbacks, avant de migrer, ta stack standard de Java à Go. Ouais. Mais c'est pas parce qu'il y a une équipe qui a fait un service en Go que ta stack standard devient Go. Oui. Voilà. De fait. Ça veut dire, il y a des implications qui dépassent les produits. Ça veut dire que du moment que ta stack migre de Java à Go,
tu vas devoir changer tes annonces parce que tu vas plus rechercher des développeurs Java, mais tu vas peut-être rechercher des développeurs Go. Puis et tout un tas de trucs qui enchaînent aussi derrière, en fait. C'est-à-dire, ah putain, mais le développeur Go, il nous coûte plus cher. Ah, donc peut-être qu'on va revoir la façon dont on fait nos équipes pour en fait réduire le moment où on a besoin de plus de monde, tu vois. Donc en fait, tu dis, bah, tes équipes, actuellement, on avait des équipes en moyenne de 4, on va faire des équipes en moyenne de 6, ce qui nous permet de retarder, en fait, de gérer un peu mieux les temps faibles et bon, je pars en live, mais en gros, c'est une stratégie aussi, c'est Oui, des c'est une décisions strat. que tu peux prendre. C'est les décisions. Comme ça, en fait, au lieu d'avoir besoin tous les 3 mois d'embaucher, bah, peut-être que ce sera tous les 6 mois. Et ça nous permet d'accuser le coût du coût supplémentaire de l'embauche. Enfin, c'est des trucs comme ça qui dépassent, c'est des conséquences qui dépassent le simple fait de changer la techno. Donc, c'est pour ça qu'un standard, c'est quelque chose qui est décidé Consciemment. consciemment, à minima assumé consciemment, par l'organisation, en fait. Ok, sans pour autant qu'elle s'interdise, parce que, et puis même qu'elle s'interdise ou pas, enfin, ça va arriver. C'est organique. Les gens, ils trouvent un moyen. Life finds a way. C'est ce que dit Jeff Goldblum dans Jurassic Park. Oui, c'est ça. Il va y avoir de toute façon des expérimentations parce qu'à un moment donné, on a changé. Je sais pas, j'ai un exemple en tête. Je le citerai pas parce que ça leur ferait pas plaisir, mais ils ont changé de SN chez les Presta, etc. Et le SN, elle arrive avec des gens qui savent faire que du Python. Et comme par magie, ils se retrouvent avec du Python un petit peu partout. Et donc, à un moment donné, on se retrouve avec un truc de fait, avec effectivement la stack qui part en prod, avec ces petits bouts de Python qui ont colonisé un petit peu, qui ont métastasé même, si on peut parler de Python, dans la CI/CD, c'était du data management. Et ouais, pas de réflexion forcément, mais un peu un fait accompli de ah ouais, ça c'est en prod pour des raisons X ou Y. Enfin, soit ça rapporte du pognon, soit on est obligé de le garder. Bah ça y est, et donc de fait, notre standard intègre du Python. Effectivement, mais là on est plutôt sur le fait accompli. Ça arrive. J'ai l'impression que ça arrive plus souvent qu'on le pense en fait. Hein. Ah oui, mais non, mais parce qu'il y a clairement, on va dire, il y a un manquement côté management et direction justement d'assumer ce qui est un legacy, d'assumer un standard, et les devs en profitent en fait. C'est vrai que derrière, moi quand j'entends les devs râler ou un peu en mettre le legacy à toutes les sauces, moi ce que je vois surtout c'est qu'il y a une absence derrière de prise en main du concept par la direction, par le management pour dire les gars, c'est ça le legacy, donc on admet qu'il y a tel protocole qui est plus chiant pour intervenir, machin, etc. Ça c'est pas du legacy, donc ne nous faites pas chier. Il y a l'exploitation d'un manquement. Il y a l'exploitation d'un manquement, et effectivement, quand une boîte découvre que en fait, on a 80% de notre stack qui tourne de notre écosystème software qui tourne en Python, on le savait pas, il y a eu un problème. Ok, c'est ton standard, mais il y a eu. Bah oui, mais je rebondis sur ce que dit Keter, mais je vais aller encore plus loin dans mon truc. Oui, en fait, c'est quoi un standard? Est-ce que c'est quelqu'un qui décide? Mais si personne ne décide, le standard, il existe quand même. C'est-à-dire, la nature a horreur du vide, d'une certaine manière. Donc oui, c'est vrai que c'est pas génial, c'est pas cool, ça ne correspond pas à, si on reprend l'exemple de la finance, où là, comme il y a des normes, des ISO, des machins, et puis ça existe depuis très longtemps, et puis c'est une quantité de pognon assez phénoménale, donc il y a beaucoup de gens qui regardent, il y a des audits, etc. Donc oui, c'est très très encadré. Ok, certes, mais je prends le webshop avec son SaaS X ou Y, je suis désolé, moi j'ai plus vu le 80% qui était de la stack technique est le résultat de ceux et celles et ceux qui sont passés à travers la boîte. Hein. Il y a pas eu de vraiment de réflexion. Oui, non, mais je suis d'accord. Donc pour moi, c'est un spectre en fait. C'est surtout ça que je veux dire, c'est que ok, on peut avoir une décision, tu vois, définie de ce que tu disais, le white legacy, le legacy assumé, décidé business, on tourne la page, pour faire cette métaphore-là. Et il y a ce fameux truc d'accrétion où, comme je dis, c'est organique, c'est plus ou moins géré, plus ou moins voilà, et qui est pas décidé. Mais je te rejoins complètement, Keter, là-dessus. C'est voilà, et s'il y a personne qui décide, on est dans un fail de gestion, même d'entreprise ou de management d'une manière générale. Moi, malheureusement, j'ai plus vu ça. Mais comme tu le disais, Alexandre, c'est ça qui crée de la détresse et de la souffrance derrière, parce que si c'est pas géré correctement à ce niveau-là technique, le reste, c'est la fête du slip, hein. Ouais, non, mais c'est la souffrance vient du fait que c'est pas assumé, et vient du fait que c'est un joyeux bazar en fait, ton Shadow Legacy. Alors c'est là où alors je reviens sur un standard. Finalement, ça va être est-ce que
C'est l'environnement. Alors, est-ce que c'est l'environnement que tu vas le retrouver le plus souvent dans la boîte, ou est-ce que c'est l'environnement, qui va te dégager le plus de chiffre d'affaires, ou est-ce que c'est l'environnement dans lequel tu vas appliquer le plus de ressources, en fait? Là, en ce moment-là, notre conversation, elle me fait poser cette question. C'est-à-dire que tu as dit, on est d'accord, un standard, s'il est pas décidé, il existera quoi qu'il arrive. Donc, du coup, s'il existe quoi qu'il arrive, ce serait quoi la définition organique, en fait? Et est-ce que c'est l'environnement qu'on retrouve le plus souvent? Est-ce que c'est l'environnement qui engage le plus souvent? Ça veut dire quoi? C'est par rapport à tes instances de logiciels et de composants différents, au final. Mais ça veut pas forcément dire que c'est l'environnement où le plus de ressources sont mobilisées. Par exemple, ça pourrait être le plus de tu pourrais avoir uniquement 20% de tes ressources d'un responsable de 80% de ton écosystème logiciel, mais ce 80% de ton écosystème logiciel ne génère que 10% de ton chiffre d'affaires, en fait. Tu pourrais très bien avoir ça. C'est-à-dire, est-ce que ton standard, c'est juste est-ce que c'est les 80% de tes ressources impliquées qui le génèrent? Est-ce que c'est le produit ou l'ensemble des produits qui génèrent 80% de ton activité, ou c'est 80% de tes instances, de tes composants? C'est à définir. Ouais, je comprends. Ok, je pense que on a bien défini les caractéristiques de ce qu'est des différents legacy, puisqu'il n'y a pas un legacy, il y en a différents, c'est un spectre. Il y a des voilà, c'est lié à effectivement ce que tu disais, l'environnement. On parlait de standard et donc de définition du standard. Moi, je mets toujours des gros guillemets autour de ça parce que on l'a vu, il y a le standard de l'entreprise, il y a l'état de l'art, il y a les capacités de recrutement. C'est pas trivial, mais on se retrouve quand même la plupart du temps avec un legacy, voire même plusieurs, mais je pense que le cas le plus souvent, c'est un legacy dans les pattes, un truc qui gêne, un truc qui gratte, sur lequel on veut plus investir, qu'on s'en soit rendu compte ou pas. Donc on peut imaginer deux manières de s'en occuper, suivant qu'on sait ou on sait pas. Et maintenant, on en fait quoi de ce legacy? Bonne question. Sachant qu'il y a, juste avant, je pense qu'il y a moyen de nous réconcilier avec les différentes problématiques. C'est qu'on pourrait dire que l'organisation, c'est l'équipe. Si tu dis que l'organisation, c'est l'équipe, alors l'équipe a forcément un standard, puisqu'elle a un environnement courant, et elle va avoir ses propres legacy par rapport à ça. Ok. Peut-être que quand on dit organisation, c'est peut-être pas la big picture, mais c'est peut-être l'organisation d'une équipe. Puisqu'une équipe, maintenant, comme disait Keta, maintenant une équipe, on va lui confier en fait, avec l'approche produit, elle va avoir une certaine autonomie. Elle possède son périmètre. Elle est maîtresse de son destin, oui, ce genre de choses. Sur le papier, en tout cas, et sur le papier, on lui donne uniquement des objectifs macro sur le papier. On va dire ça. Et le micromanagement n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et le manager décide de comment la productivité, machin, etc. Bref. Peut-être que en fait aujourd'hui la bonne échelle d'organisation, c'est cette équipe-là. C'est-à-dire que cette équipe-là a un environnement courant qui peut effectivement, du coup, comme il y a qu'une seule équipe, forcément que le standard c'est le nouvel environnement, celui qui prend le truc, et qu'elle a du coup un legacy qui lui est propre, au sens elle a son propre. Oui, dans sa continuité, ce que tu disais, le delta entre l'environnement et le legacy. Elle a son propre parcours et évolution de standard, donc d'environnement standard, donc elle va avoir ses propres legacy. Sachant qu'un environnement legacy pour l'un, c'est peut-être l'environnement courant pour l'autre. Oui, c'est fortement probable. Mais j'ai connu des équipes qui étaient estampillées legacy, donc avec une date de mort entre guillemets prévue. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant, si on admet que toutes les équipes maintenant ont leur propre legacy, mais qu'il y a des équipes où l'environnement l'environnement legacy des uns, c'est l'environnement courant des autres, ce serait peut-être temps de réopérer une redistribution des softs, tu vois, pour dire, écoute, le legacy de l'un devient le courant de l'autre, et ainsi de suite. Ah oui, tout à fait. C'était la petite digression sur le fait que, on en fait quoi? C'est ça, on en fait quoi? Parce que ce soit au niveau entreprise, donc avec un gros legacy, puisque c'est au niveau de l'entreprise, ou au niveau équipe où on se retrouve chacun avec son petit legacy, ou enfin quand on a de la chance on n'en a pas, mais il y en a certaines qui en ont. On en fait quoi en fait? Est-ce que
on essaye de faire en sorte de dire, on va fermer la porte et puis on va avoir le nouveau qui remplace. Donc ça veut dire qu'on risque de perdre tout ce qui faisait un petit peu le sel, tu vois, toutes les règles métiers qu'on a pu mettre dans le legacy, ou alors les règles ont suffisamment changé pour qu'on dise on dégage parce que le nouveau remplace l'ancien, mais pas tout à fait, mais le monde a changé. Ou alors on essaye de rattraper le legacy pour l'amener, tu vois, réduire la distance, pour reprendre ta comparaison, ta métaphore, sur l'environnement courant. Qu'est-ce que t'en penses? Tu as 3 heures devant toi. Non, mais c'est un vaccin. Déjà, je pense qu'on en a déjà parlé, mais il faut ne pas le subir, que ce soit à l'échelle de l'organisation ou de l'équipe. Assumer et le définir, c'est quoi notre legacy. C'est quoi, sortir du déni, quoi. C'est ça notre legacy. Déjà, sortir du déni et de pas le subir. C'est-à-dire, ne pas le subir, c'est que tu l'as bien défini, tu as bien défini l'environnement qui est concerné par ce truc. Et une fois que tu l'as bien défini, ça veut dire que déjà, tu sais ce qui va être pénible quand tu vas intervenir dessus, tu sais ce qui va être pénible quand tu vas devoir le mettre en prod. Et à partir de là, tu peux pas réduire la distance, mais tu peux travailler sur rendre plus agréable le fait d'intervenir dessus ou rendre plus agréable le fait de le mettre en prod. D'accord? Donc tu ne changes pas l'environnement, mais tu vas, parce que tu as su, tu vas dépenser un peu plus de ressources à l'instant T pour, on va dire, faciliter la gestion de ce legacy. Déjà, c'est une chose. Ce serait déjà pas mal. C'est un moyen de ne pas le subir. Ensuite, c'est là où c'est assez vague. Si tu as des idées, mais en fait, comme toujours, c'est une histoire business. Donc dire on va réduire la distance, ça veut dire qu'à un moment il y a des ressources. T'as des objectifs à maintenir, d'accord? Okay. Et notamment t'as des objectifs à atteindre, des nouveaux objectifs à atteindre, et tu as des objectifs de maintenabilité de l'existant. Pour ce faire, si on reste sur périmètre d'équipe, t'as des ressources en tant que manager, t'as des ressources fixes. En fait, c'est là où est-ce que tu vas placer le curseur, en fait. Et donc, quelle est ta bande passante, tout simplement. Donc, qui est une autre moyen de dire combien tu peux mettre de ressources à l'instant T. Mais ouais, je vois le truc, mais dans ce cas-là, oui, on peut le résumer un peu comme Keltar l'a dit. En fait, est-ce que dans ce cas-là, on a une volonté de tuer le legacy, c'est-à-dire que on lui donne une date de mort et on a la volonté de le tuer, ou alors est-ce qu'on a la volonté de le faire grandir et dans ce cas-là d'arriver avec, je sais pas, de l'effort, mais en tout cas mesuré, comme tu disais au niveau des ressources, même du manière générale, de dire on arrive à lui faire remonter la pente suffisamment pour qu'il sorte un petit peu de ce statut de legacy, donc le fait de diminuer la distance, ou alors on considère que non, il faut le fossiliser dans le sens où la charge est trop lourde, et c'est ça en fait finalement qui définirait un legacy, c'est le fait qu'on n'arrive pas à avoir l'effort nécessaire pour le faire évoluer, et donc on le fait entre guillemets stagner. Je suis d'accord, mais tout ça, pour moi, ça dépend de décision business. D'abord, Est-ce que le métier de ton legacy évolue encore? Voilà, bonne question. Est-ce que le métier, c'est ça. S'il évolue encore, ça veut dire que tu sais que tu vas, dans les années qui suivent, dans les évolutions, tu vas devoir investir une certaine quantité de ressources, ne serait-ce que pour le faire évoluer. Certaines quantités de ressources que tu vas devoir investir, elles vont avoir un surcoût lié au fait que c'est du legacy, donc lié à cette stack un peu défaillante, un peu désuète. Ouais. D'accord? Et donc le calcul est assez simple, c'est qu'est-ce que tu veux comme ROI sur ce produit-là que tu vas devoir faire évoluer, et combien ça va te coûter d'intervenir sans faire l'effort à minima d'une réduction de distance, à maxima d'une refonte, on va dire. D'accord? Quel est le coût d'une refonte ou d'une réduction de distance par rapport au coût ou de juste des interventions dans les années qui viennent, parce que sachant que la distance va grandir, donc le surcoût va grandir également, en fait. Donc c'est purement un calcul assez simple à faire. Par contre, obtenir les valeurs des variables va être de ce calcul est un peu plus compliqué. Mais ça reste que combien ça va me coûter d'intervenir sur les 3 ans qui vont arriver, et combien je veux qu'il me rapporte, ou combien il va me rapporter, en fait. Oui, c'est un coefficient multiplicateur, c'est-à-dire que tu vas devoir dépenser 5 pour une unité, on va dire, d'évolution sur Legacy, là où tu vas dépenser, je sais pas, 1 pour 1 sur une application, encore une fois,
parfaite, enfin, je veux dire, standard, enfin, nouvelle, ce que vous voulez, quoi. Parce qu'elle n'a pas le poids du passé. Et tu dois être capable de calculer sur les 3 prochaines années, enfin capable, c'est vraiment à grande maille, hein, mais te dire que, en fait, si j'investis pas 100 maintenant pour refondre ce legacy, je sais que ça va me coûter 50 par année d'intervention. Par contre, si je dépense 100 maintenant pour refondre le legacy dans quelque chose de plus courant, ça me coûtera plus que 5 d'intervention par année. Donc sur une échelle de 3 ans, sur 3 ans, soit tu dépenses en fait 100 plus 5, donc 110, soit tu dépenses 50, 50, 50, donc 150. Tu vois. Oui. Donc à partir de là, ton calcul il est fait. Maintenant, si c'est du legacy qui a été gélifié, On avait utilisé fossilisé comme terme. mais fossiliser, c'est très bien. Vitrifier aussi, ça c'est très bien. Mais fossiliser, c'est pas mal parce que il n'y a plus aucune évolution de métier. Dans ces cas-là, tu le maintiens parce que sûrement tu as des obligations de maintien et soit tu as des obligations de maintien sur les X prochaines années. Donc là, pareil, tu fais un calcul sur les X prochaines, je dois le maintenir 10 ans. Donc je sais que je dois être capable de combien ça va me coûter de juste intervenir dessus en best effort sur les 10 prochaines années. Est-ce que je veux investir pour que ça me coûte moins, puisque le truc va mourir dans 10 ans. Donc, c'est pas qu'il me rapporte, c'est qu'il me coûte moins, en fait, tout simplement. Toujours avec cette histoire, est-ce que si j'investis 100 maintenant, est-ce que sur les 9 prochaines années, j'y gagne, en fait, que si je laisse, si je fais rien sur les 10 prochaines. Oui. Donc, il y a ça. Donc ça, c'est l'obligation légale de le maintenir. Si c'est juste parce que, en fait, le métier n'évolue plus, mais qu'il te rapporte quand même quelque chose, là, le calcul il est toujours le même. Hein, c'est savoir, tu veux extirper la moindre petite richesse qui va te rapporter, mais en investissant de moins en moins. Donc là, c'est toujours le même calcul. C'est tu vas le laisser pourrir progressivement. Et là, on en revient à fais-le de manière assumée en le disant clairement à tes équipes pour qu'elles ne le subissent pas et qu'elles mettent en place des protocoles qui leur permettent d'avoir pas trop de souffrance, en fait. Donc, on sait que, en fait, tu assumes le fait qu'il va se dégrader. Non seulement il est éloigné, mais en plus, ça va se dégrader, c'est fait exprès. On va essayer d'en tirer au maximum. Donc, du moment que tu le dis à haute voix et que tu l'assumes, tes équipes vont pouvoir, on va dire, à minima mentalement s'y préparer, et dans le meilleur des cas, faire en sorte que ce soit moins pénible pour eux. Mais déjà, le simple fait que tu l'assumes, rend la chose moins pénible, en fait. Ouais, mais je conçois, mais ça veut dire que tu es déjà dans une logique d'avoir, désolé, je vais être brutal, d'avoir chiffré tout ça, en fait. C'est-à-dire d'avoir pris en compte le poids que ça représente, le coût de maintenance que c'est, le coût de MCO, le coût on va dire le coût d'opportunité, en termes d'économie, un coût d'opportunité de se dire, si je le fais là-dessus, ça va me coûter tant, si je le fais d'une telle autre manière, ça me fait tant. J'ai l'impression, je vais dire ça comme c'est mon impression, c'est mon expérience en tout cas, que ce débat-là, en fait, il est rarement adressé. Il est peut-être plus maintenant que on a répandu, soit avec les méthodes agiles, soit parce que forcément tout le monde maintenant trouve le terme de legacy dérogatoire. Enfin, c'est mal vu en fait le legacy. Alors que moi, je pense qu'il y a pas si longtemps que ça, c'était pas si mal vu que ça et que c'était limite considéré comme étant une logique inévitable de notre métier d'en avoir, parce que justement ça allait trop vite. Ce que je disais, Web 2.0, enfin je suis peut-être plus exposé avec le web, mais ce genre de choses. Mais je pense que le métier évolue tout le temps d'une certaine manière. Et donc que cette question de legacy, etc., c'est d'arriver à justifier par rapport aux évolutions du monde et du métier de l'entreprise en particulier, le fait de se dire, ok, est-ce que on est capable de justifier le coût de maintenance évolutive du legacy versus le fait de devoir réécrire ça purement et simplement, ou d'une autre manière, ou de tricher, parce que souvent je vois c'est cette manière de tricher là qui consiste à dire on n'a pas du legacy, mais en même temps on a 1, 2, 3 et peut-être plus de services qui font à peu près la même chose et on fait une espèce d'aller-retour et chaque service, chaque couche va être en fait une couche une matrioshka en fait de legacy. Ouais, je lisais ce que disait en même temps qu'il est tard, mais c'est effectivement la notion des retours sur investissement, ou ne serait-ce que
l'économie du logiciel, en fait, si on prend au sens large, l'économie au sens la science, sans être prétentieux, la science économique autour du logiciel est un sujet très peu abordé dans les boîtes. Et notamment, il y a les logiciels sont sur les boîtes historiques, l'informatique est vue comme un centre de coût. C'est ça. Ça aide pas, ça. Ça aide pas du tout parce que tu n'as qu'une partie. En fait, tu as totalement qu'une seule partie de l'équation, en fait. Et donc effectivement, ça ne permet pas. Mais de l'autre côté, si on prend l'extrême, c'est-à-dire les startups qui ne vivent de levée de fonds, d'accord, elles ne se posent pas non plus cette question-là. Pourquoi ? Parce que elles n'ont pas, entre guillemets, des ressources finies. Ok. Elles sont plus en mode fuite en avant, si tu regardes bien. Ah oui, c'est ça, oui, d'accord, ok, oui. Donc elles ne font pas non plus cette discussion-là du retour sur investissement parce qu'elles n'ont pas, d'abord, elles n'ont pas, en général, elles n'ont pas de revenus propres. Donc il n'y a pas de, si tu veux, de gain à mettre, sauf si tu expliques que ton objectif business ce n'est juste que la prochaine levée. Donc ton gain, ça va être, on pourrait dire que ton gain, t'es passé de 10 millions à lever à 40 millions, par exemple. Donc tu vas mettre ça en face dans tes calculs de retour sur investissement. En fait, tu pourrais faire ça. Oui. Mais ça vaut pas le coup. Donc en fait, on a d'un côté, on a rarement cette discussion avec à la fois les coûts et les recettes, parce que soit on a les entreprises à la papa qui ont vu arriver l'informatique comme seulement un centre de coûts, qui n'ont pas du tout de logique. Souvent, une rareté, une logique de produit et une logique d'investissement. Du coup, la logique d'investissement aussi passe à la trappe. C'est-à-dire que peut-être qu'en fait, à l'instant T, ça vaut le coup d'investir 100 maintenant parce qu'en fait, tu vas avoir moins dépensé chaque année pour les 5 prochaines années, plutôt, ou les 3 prochaines années, puisque effectivement tout. Donc elles n'ont pas non plus cette logique-là, et non plus le monde du numérique, donc le monde organique du web et machin n'a pas forcément cette conversation, parce elle ne vit. Il y en a très peu qui vivent de très peu, c'est pas vrai, mais comment dire. Oui, mais en fait, de fait, elles ont un incentive à avoir du legacy. C'est limite ça, le truc. C'est de se dire, comme il va y avoir la prochaine levée de fonds, on va, de toute façon, il faut se vendre. C'est ça aussi, pour les levées de fonds. Et donc, de se dire, bah oui, on va pas rester, par exemple, du Java 9, on va pas arriver et puis dire, on a un super truc innovant en Java 9. Non. Il va falloir qu'on vende un Java 21, 25 ou du Go, du Rust, le truc à la mode, du Zig, ce que tu veux. Pour justement, t'as une mouche qui arrête pas de t'embêter. Ouais, non, mais c'est pas ça, la campagne, c'est horrible. Non, mais alors, mais sans aller au-delà de ça, c'est qu'elles peuvent pas dire cette équipe est rentable, cette organisation est rentable, ce produit est rentable, puisqu'elle ne génère pas elle ne regère pas de recettes. Oui. Oui. Donc le chiffrage est différent. Ouais, ouais. Alors tu peux dire, on a rempli nos objectifs business qui étaient, on a atteint notre levée de fonds, tu vois. Oui. Mais on est toujours que sur une partie de l'équation, en fait. On est toujours que sur une partie de l'équation. Ce qui rend un peu les conversations, et il y a aussi un peu un divorce, une distance qui est, pour reprendre le mot utilisé, une distance entre le monde technique et le monde de business. C'est-à-dire que si tu parles avec des techs, ils ont pas envie déjà, ça a été très compliqué et c'est très compliqué d'avoir une approche produit avec eux. D'accord? Ouais. Et c'est encore plus compliqué de leur parler d'objectifs business, en fait. Et de l'autre côté, tu as la direction, le middle management, etc., qui sont pas forcément envie de parler business avec les techs. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage, mais moi, je l'ai vu énormément de fois. Je sais pas si c'est quelque chose que toi, tu as déjà remarqué. Si. Mais Si, bien sûr, mais tu vois, moi je l'ai vu, mais de manière très pernicieuse. Ne serait-ce que, historiquement, c'est moins le cas maintenant, mais je le vois encore, ne serait-ce que t'as des DSI qui sont rattachés en dessous des DAF, par exemple. Et c'est les DAF, au niveau financier, comme tu dis, contrôle de gestion financier, etc., qui vont gérer la partie business, parce que business c'est pognon, donc pognon égale business d'une certaine manière, et la DSI, c'est un centre de coût, c'est un outil. Donc à partir du moment où c'est un outil, on le valorise exactement comme on valoriserait une perceuse. Et donc se pose la question, quand la perceuse elle commence à ralentir, les mecs ils se prennent pas la tête en fait. Ils
s'ils n'ont pas la mesure correcte de la part des techs de dire voilà les coûts d'opportunité, je suis d'accord avec Ether. En fait, faut pas parler de ROI. En fait, faut limite parler de coût versus risque. Voilà, tout simplement. Et de se dire notre coût risque ou de chiffrer le time to market, qui sont des notions qui sont relativement nouvelles pour les techs, hein. Et c'est arrivé avec les approches produits, ce genre de choses. Moi, on me demande ça maintenant. Quand on me demande de définir des architectures, on a un time to market cible. C'était pas du tout ce qu'on me demandait avant. Avant, on me demandait le moins cher possible et le plus d'efficacité avec des NFR, des exigences non fonctionnelles établies préalablement en termes de perf, etc. Et ça, le fait qu'on commence à intégrer dans la tech des aspects produits, moi, je trouve ça super cool en fait. Parce que déjà, ça rend le boulot plus intéressant. 2, on a une visualisation des utilisateurs et des utilisatrices en face, vraiment des gens qui vont utiliser le truc. Et en termes de conception, pour revenir sur l'histoire du legacy, pour moi, c'est moins une question de se dire c'est quoi, on a notre legacy et puis on a notre nouveau truc ou nos legacy et nos nouveaux trucs. C'est plus le fait de dire, OK, on a ça, on a des poids, voilà, on a des poids qui sont établis sur chacun parce qu'il y a des trucs, il y a des difficultés de recrutement, des difficultés de maintenance, il y a des vulnérabilités pour revenir sur ces trucs-là. Maintenant, comment on gère la convergence? Et ça, c'est une approche produit en fait, de dire comment on fait évoluer notre produit par rapport aux règles métier. Pour moi, je le vois un peu de la même manière de dire comment on fait évoluer notre legacy pour qui rentre dans leur rang. C'est surtout ça, quoi. Ah oui, alors, pas qui rentre dans le rang, mais qui soit le plus rentable. En fait, on pourrait dire ça. Oui, on peut dire ça. Qui soit le plus rentable. Et rentabilité, c'est juste un différentiel entre coûts et recettes. Sachant que recette peut être générique au sens où un script qui gère, tu n'arrives pas forcément à mettre des dollars en face d'une activité. C'est peut-être ça qu'on devrait faire, tu vois? Oui, non, mais complètement. D'ailleurs, dans la philosophie des produits, de l'approche produit, c'est pas l'idée que tu as des clients finaux. C'est pas, souvent il y a une mécompréhension où en fait tu vas découper ton organisation, que chaque équipe soit responsable d'un produit qui finit avec des clients finaux en face de. C'est pas ça l'approche produit. L'approche produit, c'est que tu arrives à mettre une quantification avec des KPI de quantification sur les résultats que ça rapporte. Et qui est une forme de monétisation, en fait. Même si la boîte, l'équipe en question, elle gère un sous-composant qui est là uniquement pour servir des composants qui eux-mêmes servent d'autres composants, etc. et que les clients finaux sont loin. C'est juste que tu arrives à recréer des incentives comme si tu avais des clients finaux. C'est-à-dire, oui, tu as des clients. Ces clients, ça va être des composants et tu vas réussir à créer des KPI avec des valeurs monétaires ou en tout cas des valeurs monétaires, on pourrait dire ça. Mais ce n'est pas découper ton organisation pour que tu aies forcément des clients que chacun ait un client final en face de lui. J'entends, oui. J'entends. Mais dans ce cas-là, oui, si on garde cette approche business vis-à-vis du legacy, donc pour regarder effectivement les coûts, ce que ça peut rapporter, l'éventuelle fossilidation. Et oui, j'allais le dire justement. Ça, on parle de pognon. Pour moi, dans cette, vous allez me pardonner, mais tout est pognon. Que ce soit le temps qu'on y passe, le temps qu'on met à recruter des gens. Alors, on peut pas reprendre l'exemple du COBOL, mais voilà, il faut arriver à trouver. Et la valorisation d'une manière générale, on peut tout valoriser en termes de pognon. Et on devrait le faire, en fait. En contrôle de gestion, ils se prennent pas la tête, hein. Ils valorisent tout en termes de pognon, hein. Non, mais alors, valoriser les coûts, mais les recettes. C'est-à-dire que ton équipe, elle gère un composant qui est uniquement là pour servir d'autres composants. D'accord? Donc, c'est comment tu arrives à dire que en face, voilà, les gars, aujourd'hui, vous avez dépensé de temps. Effectivement, c'est assez facile parce que en général, c'est du temps, et en plus les factures cloud, en fait, ou les ressources utilisées par un truc. Donc, voilà ce qui a été dépensé. Comment tu crées derrière une recette avec la même currency, entre guillemets, la même devise. La même devise, voilà, la même dimension. Ça, c'est un peu plus dur. Ça nécessite de se poser. C'est pas impossible. Ça nécessite de poser. Peut-être que ça veut dire que tu vas pondérer, en fait, l'importance de ton composant à travers toute ta chaîne de composants jusqu'au client final, en fait. Et par une pondération, tu vas être capable de dire, mais en fait, le client final, il a dépensé 100. Ta pondération, elle est de 0,25. Donc, les gars, vous avez gagné, vous avez dépensé 10 et vous avez gagné 25. Tu vois, c'est une manière. C'est une manière qui est, là aussi, c'est plus une stratégie dans l'entreprise. C'est que cette quantification-là, je pense que elle doit être partagée, en fait, au sens où les méthodes, etc., surtout si on
s'il y a une espèce de pondération et que c'est plutôt assez compliqué d'aller chercher une recette, de transformer les KPI, Oui, les KPI de composants lointains en recettes. ça doit être variable, mais oui, je vois l'ISP, oui. C'est une conversation à avoir avec la direction aussi, en fait. C'est pas que l'équipe, en fait. C'est une conversation à avoir avec ton middle management, ton directoire, etc., pour que le référentiel soit un peu partagé. Parce que si tout le monde met, je sais pas, 0,50 de pondération, par exemple, il y a un problème. Tu vois, il y a un problème. Tout le monde va dire, ah, c'est génial, regardez ce qu'on a géré. Non, il faut que la pondération, la cartographie de tes composants soit partagée, en fait, et leur importance. Mais il y a, on revient sur le fait que effectivement, il faut pouvoir mesurer. Il faut pouvoir mesurer pour pouvoir dire s'il y a un legacy, je reviens sur le terme, savoir ce que tu peux faire d'un legacy, en fait. Et ce que tu as intérêt à faire, en fait. Mais effectivement, ton legacy, si c'est un produit, c'est un service, tu as une approche produit, et peut-être que ça vaut totalement le coup de dire, ben, on va le refondre. Mais dans ces cas-là, c'est que tu le refonds pas pour le plaisir de le refondre, tu le refonds parce que peut-être que tu as un projet pour lui, un projet qui dépasse l'aspect technologique, changement technologique. C'est que on veut en tirer plus que ça. Ça va être ça. Ok. Maintenant, est-ce que ça nous ramène pas à cette espèce de problème endémique, et moi le premier, à savoir que on n'arrive pas à valoriser. En fait, on n'arrive pas à chiffrer. J'ai pas l'impression qu'on ait vraiment soit les formations, soit les outils, soit les paradigmes qui nous permettent de chiffrer correctement tout ça. J'ai l'impression qu'on y arrive toujours a posteriori. C'est un peu comme je vois souvent avec les méthodes agiles. On se dit, ah bah voilà, on s'était engagé sur 30 points et finalement on en a fait 15. Bon, whatever reason. Mais c'est toujours, j'ai l'impression, très difficile, voire impossible, d'arriver à faire cette valorisation et donc à vendre. Parce que si on veut pouvoir vendre un meilleur maintien, etc., bah, il faut qu'on puisse arriver à le valoriser correctement. Tu vois, j'ai un problème avec ça, moi. Alors, oui, alors effectivement, c'est un problème à deux bandes. C'est que non seulement, en fait, c'est un sujet que la direction devrait prendre à bras le corps pour pouvoir établir une espèce de standard. Mais en plus, ton équipe, toi en tant qu'équipe, t'as absolument besoin de ça. Tu devrais pousser pour cette, je sais pas comment on peut appeler ça, une pricisation, en fait. Oui, c'est ça, une valorisation, oui. Ouais, pour cette valorisation générale, parce que c'est elle qui va te permettre d'aller défendre ton beefsteak, aller défendre, je sais pas, à un moment, tu vas peut-être toi-même en tant que dev, t'en as plein d'herches avec un logiciel et tu dis, tu vas voir ton manager, il dit, écoute, tu me donnes 10 jours, avec deux personnes, on te le refond. Deux mecs bien défoncés avec une flamme bien moyenâgeuse, je la connais celle-là. Non, mais il y avait un acteur américain qui disait que pour prendre un pays, il faut juste 3 motherfuckers. En fait, tu vois, j'adore. C'est un mec qui jouait dans les Sopranos ou dans le Parrain. Enfin bref. Non, mais parce que il y a cette valorisation globale partagée, tu vas être capable de faire des deals, en fait, de dire permets-moi de dépenser tant, en fait, sur 10 jours pour améliorer cette situation, parce que du coup, tu vas économiser temps, en fait. Tu vas parler l'avantage. C'est ça. Tu vas te comporter comme un sales, en fait. Comme un sales, et surtout, il y aura un langage universel dans toute la boîte, en fait. Parce que ce langage de j'investis le temps maintenant pour pouvoir gagner plus demain, même n'importe quel niveau de ta boîte va le comprendre, en fait. Ouais, non, mais c'est l'approche bottom-up, en fait, de dire, voilà, on a vu, on est au niveau de l'équipe produit, on a vu ça, effectivement, les équipes sont fragmentées, des fois elles décident de leur destin, d'où d'autres sujets, tu vois, des micro-fontaines, machin, etc., qui peuvent y avoir derrière. Mais oui, c'est une approche bottom-up, là où, je reprends l'exemple de Keltar, où il dit, voilà, c'est là où on diverge sur une notion de standard, c'est justement une architecture imposée aux équipes par le haut, c'est pas censé être aux équipes tech de dire ce qu'il faudrait améliorer, qui serait là pour le coup un top-down. Mais dans ce cas-là, en fait, si on a un défaut de management, grosso modo, c'est un choix à faire. Est-ce qu'on reste dans un mode de fonctionnement un peu pyramidal, top-down, où on s'attend à ce que en haut, il soit capable de percuter les enjeux, ou alors on se projette dans un mode un peu plus, je vais utiliser le terme de start-up, mais je pense que c'est plutôt les FANG, enfin tu vois, les GAFAM, etc., qui sont plus du tout des start-up pour le coup, qui sont des entreprises pour le coup, mais de tech first, et de se dire, dans ces entreprises-là, on s'autorise justement à ce que, enfin, tu vois, tous les niveaux en fait sont sensibilisés, ou du moins j'imagine davantage sur ce genre de choses au niveau des équipes et puis après au niveau du management pour dire
bah ouais, nous équipe chez je sais pas, chez Airbnb, on a décidé que maintenant on doit pouvoir gérer le fait d'avoir les tu vois les consoles de jeux vidéo. On avait un service qui nous permettait de gérer un peu les locations, mais maintenant il est considéré un peu comme legacy parce que ça a drifté, etc. Et qu'on a fait d'autres choses à côté parce que les autres équipes elles ont fait d'autres trucs, etc. Et ben nous on en profite avec une nouvelle idée, un nouveau machin. Voilà, vraiment un besoin business de dire ok, bon on va en profiter pour prendre ce truc-là qui jusqu'à présent nous coûtait du pognon à maintenir et donc ou qui pétouillait, etc. Ce qui revient au même en fait. À chaque fois on en revient à des questions de pognon, mais de le vendre en fait, d'arriver avec cette notion-là qui consiste à dire ok, maintenant on peut se positionner en tant que sales à l'intérieur, en bottom-up, et de dire bah on peut vendre en fait ce genre d'idée. Alors, oui. Alors, il y a juste, je reprends ce que disait quelqu'un, la phrase que tu as citée, c'est pas censé être aux équipes tête de dire ce qu'il faudrait améliorer. La décision finale, c'est toujours au-dessus qui la prend. Mais les choix possibles, elle n'est pas clairvoyante, la décision, la direction, en fait. Elle n'est pas clairvoyante. Donc, effectivement, en top-down, tu as la direction, je dis direction, mais en vrai, ça pourrait être middle management ou manager. Tu as la direction qui donne des objectifs business, des directions à prendre, qui fournit des ressources et éventuellement, dans le meilleur des cas, ce qu'on disait, c'est qu'elle fournit une grille de valorisation. D'accord? Et grâce à tout ça, tu as les équipes d'en bas qui peuvent dire, vous voulez remplir cet objectif-là, regardez, on peut le faire en plus facile, plus rapide, machin, etc. Si on investit ce temps, parce qu'on aura tel retour, et notamment, si je fais le lien avec le legacy, de dire, les gars, vous voulez qu'on puisse dénoncer en fait, vous voulez qu'on mette le paquet sur cette nouvelle stack parce que vous voulez, elle gère tel produit, et que vous voulez mettre le paquet d'un point de vue marketing sur ce produit. Le problème, c'est que notre équipe elle est prise à 50% du temps par ce produit-là qui est du legacy, machin, etc. Si vous nous laissez 3 mois pour reprendre ce legacy et le remettre un peu plus d'actualité, ça va nous permettre de diminuer son temps, notre temps d'occupation sur ce programme-là de 50 à 25%, et donc on va pouvoir atteindre les objectifs que vous nous donniez sur l'autre produit. En fait, c'est dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Ok, donc pas forcément bottom-up ou top-down. Il faut que ce soit un contrat de confiance. Non, mais Darty. Il se fait strike par. Non, il y a un rôle du top-down et il y a un rôle du bottom-up. Mais pour que le bottom-up fonctionne, il faut que le top-down lui donne des outils. Le top-down donne des objectifs et des ressources. Et une écoute aussi, je pense. Et ça aussi, c'est important. Et elle doit aussi, idéalement, si elle est un peu, si la direction, si le top est un peu finaux, elle donne des grilles de lecture et des grilles de décision au bottom. D'accord? Des grilles de décision quotidiennes, en fait. C'est un peu ça. C'est des moyens de prendre des arbitrages daily. Notamment, dire, écoutez, je prends un truc tout con, mais nous, t'as la direction, ta boîte, elle est chargée de faire une base de données. Tu vois, un système de gestion de base de données. Marketingement, tu as décidé de positionner sur le marché en disant on va être très bon sur les opérations d'écriture. C'est une décision marketing, c'est une décision business. Tu donnes donc à tes équipes techniques une grille de lecture des décisions quotidiennes, dire dans tous les cas, vous favorisez l'écriture à la lecture. Je simplifie. Oui, bien sûr. Mais tu donnes une grille de décision, en fait. Tu donnes une grille et cette grille de décision, ça peut être aussi une grille de valorisation pour venir parler le même langage que nous. C'est la direction te donne une grille de valorisation, un moyen, comme on disait, c'était un pricing en fait. C'est un pricing de ton temps, un pricing de ton équipe, un pricing des composants, c'est-à-dire leur importance aussi dans la stack. Voici le coefficient de machin, etc. Pour que derrière, puisse ensuite, toi, à l'échelle de l'équipe, non seulement prendre des décisions et aller défendre des beefsteaks en parlant business, en fait. En parlant business. Mais d'ailleurs, tu n'as jamais... En fait, tu as déjà rencontré un manager qui te dit non au moment où tu lui prouves que, en fait, si tu investis 100 maintenant et qu'il a la capacité de les investir, il va pouvoir économiser 1000 demain? Non, par contre, j'ai vu des managers qui me disaient non, ça va pas être 100, ça va être 1000. Moi, je pense, le mot est important. Je pense que ça va être 50 et 75 et donc que ça vaut pas le coup. Tu vois, c'est là où à un moment donné, je te disais, il y a l'écoute et il y a aussi un problème de je vais dire de confiance mais en général, il y a peut-être une question de défiance de la base par rapport au dessus. C'est-à-dire on nous a demandé n'importe quoi tellement longtemps que maintenant
quand les besoins ils arrivent, on n'est pas en capacité de les croire en fait, de dire que ça va faire. Moi, très souvent, j'ai vu des équipes produits qui avaient des besoins, et surtout mais dans des gros projets, hein, dans des grosses boîtes. Et quand on posait la question de c'est qui a demandé ça, d'où est-ce que ça vient ce besoin, enfin, tu vois, quel stakeholder, etc. C'est non, c'était dans la roadmap ou ça a été décidé au PI planning ou il y avait un truc là-dessus. C'est-à-dire que même la justification métier à la base était vaseuse. Et dans le même sens, et je vais dédouaner personne, tout le monde va prendre ce soir le permaslapper. C'est voilà. Et t'as justement côté tech des gens, tu leur poses des questions et ils te répondent littéralement. Vraiment, tu vois, c'est comment tu valorises ça? Et parce qu'on n'a pas les outils. Non mais alors les outils, j'en sais rien. Il y a une histoire de bonne volonté aussi individuelle. Voilà, c'est ça. Il y a une histoire. C'est que la confiance, ça est dans les deux sens, et je suis déjà aussi tombé sur des entreprises où il y a plus aucune confiance entre l'équipe technique et le CTO, par exemple. Mais si tu veux, les deux ont des raisons valables de ne plus croire en l'autre. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut mirorer la partie dysfonctionnement de l'entreprise, pour reprendre ça, avec l'existence d'un legacy. Je pense qu'on peut faire un trait d'union entre les deux. Alors avec le legacy subi, parce que encore une fois, on a dit tout à l'heure qu'il y avait du legacy qui pouvait être assumé et voué à rester du legacy pour différentes raisons. Mais c'est vrai que le shadow legacy ou le legacy subi, j'aime bien cette le legacy subi, effectivement, ça vient, en fait, quoi qu'il arrive, ça vient d'un manque de comment on pourrait dire ça, il y a un leadership qui a pas été pris. Enfin, il y a un drift. Ownership. Ouais, il y a une ownership, il y a un manquement, en fait. Voilà, il y a un manquement. Maintenant, qui l'œuf ou la poule, on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a un manquement, et mais c'est pas fatidique, c'est pas fatidique, mais c'est pas. Oui, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité, voilà. J'étais en rust et mutabilité, machin. Mais ça peut, mais ça veut dire qu'à un moment il faut retisser des ponts en fait et parler le même langage, ce qui est quand même assez compliqué. Ah bah oui, c'est ça. Peut-être que c'est ça finalement la conclusion qu'on peut faire, parce que ça fait déjà 1h30 qu'on cause, donc on va peut-être se diriger là-dessus. Oui, c'est peut-être ça finalement la conclusion. Je sais pas ce que t'en penses, de dire, ok, il y a eu un moment donné dans l'histoire du projet, de l'entreprise, etc. Il y a eu un drift, il y a eu un manquement, il y a eu un décalage, etc. Et on peut redresser des différentes manières qu'on a évoquées, à savoir, comme tu dis, on fossilise à un moment le truc et puis on dit, ok, le monde a suffisamment changé pour qu'on se dise, on repart d'une autre manière. Ça peut être un pivot, hein, l'entreprise qui dit, on faisait, je sais pas, prends l'exemple de Nokia, on faisait du PQ et puis maintenant on va faire des téléphones. Voilà, c'était effectivement l'historique de Nokia, hein, en deux phrases. Ils ont fait du PQ. Ah oui, je crois que historiquement, Nokia, il faisait du PQ avant de faire de l'électronique, ouais. Je revérifierai cette info. Il me semble que j'ai lu ça. Et une époque que les moins de 35 ans ne peuvent pas faire. Ah non, mais moi je te parle d'une époque jadis. On voyait en noir et blanc à l'époque. Mais oui, je reviendrai, tu vois, je corrigerai. Corrigez-moi dans le chat si je dis une bêtise. Mais ça devait être quelque chose comme ça. Ou en tout cas, pas des téléphones, en tout cas à l'époque. Et oui, donc voilà, donc pivot, éventuellement de se dire que de fait, on a un legacy qui est notre ancien système. Mais comme tu dis, c'est un legacy choisi, décidé, etc. Et donc, peut-être que si on veut pouvoir sortir du legacy subi, et donc surtout de la douleur qui va avec, parce qu'à partir du moment où c'est acté, qu'on peut le ranger dans le placard et que c'est de l'archivage, Keter avait utilisé ce mot-là, j'aime beaucoup que c'est en read only, bon, à la limite c'est plus un problème si c'est en read only, on s'en touche plus, ça tourne, et ça vivra, ça mourra de sa belle mort. Mais donc, pour les legacy qui sont subis, pour sortir justement de cette douleur, est-ce qu'on devrait pas tous se prendre par la main et se faire un gros câlin? Alors, le truc c'est que je peux pas dire non, mais ça m'emmerde de finir sur ça, tu vois. Mais oui, en fait, sur une legacy subie, il faut ne plus subir. Et pour ça, il y a un moment, il y a des gens qui vont devoir se prendre par la main. Et quand je dis se prendre, c'est pas prendre l'autre par la main, mais se prendre par la main. Aussi. C'est-à-dire que à un moment, si c'est pas la direction qui vient avoir la direction, encore une fois, ça peut être juste au-dessus. Hein. Si c'est pas la direction qui fait l'effort d'engager la conversation, peut-être que c'est à vous, équipe technique, de dire on va avoir cette conversation parce qu'on en a marre de subir
et d'avoir des freins, etc. au quotidien. Et avec pour but, pas uniquement de râler, mais de dire, on peut améliorer notre environnement pour améliorer la productivité. Et si vous avez pas en filigrane les objectifs business de la boîte, on va vous envoyer chier, ce qui est normal, en fait. Mais c'est pas là. En fait, vous êtes là, votre taf, c'est d'expliquer en quoi votre bonheur à vous, individuel, ira dans le sens du bonheur collectif de la boîte, en fait. Mais c'est ça, en fait. C'est si la boîte, si la direction ne fait pas l'effort d'avoir cette conversation, quand vous commencez à avoir trop de souffrance, lancez le sujet sur la table pour ne pas le subir. Et voilà. Comme le disait très bien quelqu'un qui nous avait QRT, le legacy, c'est tabou, mais on en viendra bientôt. On en viendra tous à bout. Effectivement. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Alexandre, sur ce sujet? Il y a peut-être des pistes qu'on n'a pas creusées. Je lisais un petit peu nos notes, mais j'ai l'impression qu'on était plutôt pas mal. Alors c'est vrai que je crois qu'une j'aurais une petite j'ai une question un peu pratique. C'est quoi le dernier legacy que tu as? Est-ce qu'il y a un legacy que tu as transformé? Et si oui, comment? Et quand je dis comment, est-ce que tu l'as, du coup, on rentre dans une trame pratique, c'est comment tu l'as vendu? Est-ce que c'est toi qui l'as vendu? Est-ce qu'on est venu te voir et que c'est déjà acté? Et comment ça s'est passé? Est-ce que c'est de blanc à noir, c'est-à-dire que on a tout passé d'un coup? Est-ce que ça a été progressif? Vas-y, raconte-moi un petit peu. Yes. Alors moi j'ai le privilège d'être justement un faiseur la plupart du temps, et donc j'ai pas à me poser ces questions existentielles là. Ce sera peut-être le cas plus tard, mais non, effectivement, à chaque fois, et c'est, je pense, un mal. Est-ce que c'est un mal? Non, c'est une caractéristique de, je pense, l'écosystème français et peut-être du virage qui est en train de se faire de, qu'on disait, centre de coût, centre de profit. Les boîtes en 2025, mais ça fait longtemps que je le constate, n'ont pas compris que toutes les entreprises maintenant sont des boîtes de tech, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veulent pas. En fait, tout bêtement, toutes les boîtes sont des boîtes de tech. Maintenant, ça n'est pas forcément leur cœur de métier, mais toutes les boîtes utilisent des API, toutes les boîtes ont une infrastructure, toutes les boîtes ont des serveurs, toutes les boîtes ont, voilà, vous voyez là où je veux en venir. Tout gravite autour de l'informatique parce que tout est informatisé. Et je ne rentre même pas volontairement dans le sujet des LLM, des IA, etc. Parce que c'est encore une accélération par rapport à ce virage-là. Et le truc, c'est que moi, les systèmes que je vois à l'ancienne, qui sont donc étiquetés legacy, et qui sont soit des legacy subis, soit des legacy décidés, mais 80% d'entre eux, à mon petit Pareto, sont des legacy subis, et ils sont bien subis, et donc ils sont considérés comme radioactifs. Plus d'une fois, j'ai entendu ce terme-là. Moi, j'arrive toujours un petit peu, c'est la position du consultant, en sauveur. Voilà. Et c'est pas qu'on a un chèque en blanc, etc., pour sauver le truc, non. Et on nous dit, bah voilà, il y a ce truc-là, il est radioactif, on a nos règles métiers qui en plus ont évolué, on ne veut pas investir dans ce qu'il y avait avant, même si je pose la question de la valorisation, comme tu disais, du pricing, personne, vraiment littéralement, personne me répond. Et nous, on est payé pour faire. D'une manière ou d'une autre, créer une architecture, implémenter, mais dans tous les cas, on est payé pour faire. C'est là où, et c'est aussi pour ça que je voulais qu'on en cause ce soir, moi, j'ai un problème en fait par rapport à ça. Au-delà du fait que c'est payé grassement, j'ai un problème parce que c'est une quantité phénoménale d'énergie, sans parler du coût écologique que ça représente quand on prend 2 secondes de recul. Et je me dis, on a un problème. On a un problème derrière cette histoire de legacy, c'est que en vrai, je n'ai pas l'impression que on a vraiment franchi le pont entre la tech et le business, pour faire un amalgame grossier. On n'a pas fait encore ça, on est peut-être en train de le faire. Il y a peut-être une nouvelle génération. Tu vois, ce que je disais sur la culture produit, c'est une nouvelle manière d'appréhender les choses sans ce fameux silotage, sans ce fameux top-down ou les comités d'architecture ou ce genre de choses. Moi, pour moi, tout ça, c'est stérile en fait. Là, à chaque fois que j'ai vu des comités d'architecture, honnêtement, c'était du paluchage. Enfin, il n'y avait pas vraiment de discussion métier derrière. C'était limite de la politique. C'était les opinions des uns contre des autres. Et c'était celui qui avait la plus grosse ou qui parlait le plus fort. Et puis, c'était très masculin. Ça l'est encore trop aujourd'hui. Qui gagnait. Ça, pour moi, c'est un problème. On n'est pas dans quelque chose qui fait avancer les projets, qui fait avancer les boîtes. On est plutôt dans des choses qui font très plaisir à pas mal de consultants, ESN, etc. Mais
qui gangrène en fait d'une certaine manière l'efficacité qu'on pourrait avoir dans la société. Vraiment la valeur ajoutée que la tech pourrait avoir dans la société, qui est un virage qui a été fait. La caricature, c'est outre-Atlantique, bien évidemment, si on commence à regarder comment ils ont transformé le monde avec les GAFAM, etc., avec tous les inconvénients qu'il peut y avoir. Mais purement, cette mentalité qui consiste à dire, OK, on peut et on devrait considérer la tech comme quelque chose qui peut se vendre, qui peut se valoriser. Donc, c'est peut-être à nous, parce que si en face, ils font pas le taf, c'est peut-être à nous, tech, de, justement, comme tu dis, sortir un petit peu de notre zone de confort et de se dire, OK, il y a du legacy, mais peut-être que vous devriez réfléchir à deux fois. Peut-être que ce legacy que vous subissez, en fait, vous devriez pas le subir. Peut-être que le legacy que vous avez, c'est pas forcément radioactif. C'est vous qui avez peut-être estampillé le truc radioactif parce que vous vous êtes pas posé les bonnes questions. Effectivement. C'est vrai que dans ta position, le fait d'arriver après la conversation, puisque en fait, si t'es appelé, si la conversation a eu lieu, ça peut être frustrant et tu n'as pas eu tous les tenants, on ne t'a pas donné tous les tenants et les aboutissants forcément en tant qu'intervenant externe. Oui, en fait, il y a un effet de but un petit peu qui est le legacy c'est caca. Donc si j'appelle ça un legacy, forcément ça va être pas bien. Il y a un effet boule de neige. Alors qu'en vrai, encore on revient sur une décision assumée. En fait, même si elle a des désavantages et des avantages, le fait qu'elle soit assumée, elle est plus légère. Oui. De base, en fait. Et ça revient un peu à ça, c'est que si tu mets juste un trait legacy sur un truc uniquement parce qu'il est chiant, tu vas le rendre chiant, en fait. C'est ça. C'est une prophétie autoréalisatrice. C'est une prophétie autoréalisatrice. C'est ça, c'est le bon terme. Ouais. Donc, il y a, et je te rejoins aussi sur le fait que les techs, alors je pense qu'on va arriver à une phase d'hyper-consommation au sens avec le vibe coding où en fait le produit tu le fais à l'instant T et il n'y a plus d'évolution, c'est que tu vas le refaire entièrement avec l'IA, tu vois. C'est ma grande crainte. C'est l'hyper-consommation, mais après c'est une vague, ça va se régler, mais les techs doivent parler business. Et l'idée, peut-être, avec les LLM, c'est que les techs abandonnent la tech. Tu vois, je sens un petit peu cette vague-là, en fait, derrière, qui est que les techs abandonnent la tech pour soit se spécialiser sur des sujets extrêmement pointus que les LLM ne savent pas gérer, ou soit, tout bêtement, qui passent un petit peu de l'autre côté et qui disent, OK, si la tech n'est plus le point focal des choses, c'est littéralement l'esprit du vibe coding, alors dans ce cas-là, je vais peut-être me concentrer sur le résultat. Et comme tu disais, sur les objectifs métiers qu'il y a derrière. Objectif. Alors, quand je dis objectif business, je parle finance gestion. C'est pas business anglicisme au sens entier. Non, mais Julien, on peut remettre ça, oui. Ouais. Mais est-ce qu'on va pas tous devenir des chefs de projet, tu vois, ou des product owners? Alors, par contre, moi, ce que je dirais, c'est que ça fait très longtemps que les devs devraient apprendre un métier. C'est-à-dire que si tu regardes d'un point de vue carrière, ce n'est pas avoir 10 ans d'expérience en Java qui est valorisé sur le marché de l'emploi. C'est 10 ans d'expérience dans la finance, 10 ans d'expérience dans le milieu assurantiel, 10 ans d'expérience dans le traitement vidéo, 10 ans d'expérience dans la technique derrière, elle est secondaire. Ce qui va se passer, c'est que parce que tu vas être bon dans ton métier, tu vas devoir maîtriser la technique à un point avancé, d'accord? Parce que tu vas devoir remplir donc tu fais du traitement d'image. Si à un moment tu vas être très bon en traitement d'image, il va falloir que tu maîtrises très très bien C++. En fait. D'accord? Donc c'est le fait de devenir un expert métier qui te pousse à être un expert technique. Et c'est ça qui t'assure une carrière. Parce qu'en fait, il y a un truc assez simple. C'est que, et ça date de pas d'hier, c'est que un recruteur en face de lui, il a un candidat, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'il travaille dans la même stack que toi, mais il a 0 d'année d'expérience dans ton domaine. Okay. À côté de ça, t'as un mec, ça fait 5 ans qui travaille dans ton domaine, mais sur une stack technique complètement différente. Et je peux t'assurer que 9 cas sur 10, c'est le deuxième cas. Oui. C'est le deuxième cas que tu prends, en fait. Bien sûr. Oui, ça m'est arrivé de dire tout simplement, je connais pas votre langage. Vraiment, je connais pas votre langage, mais j'ai travaillé sur ce genre de problématique. Ok, c'est bon, tu viens. Et en fait, ça veut dire que tu vas parler le même langage qu'eux, t'as vécu les mêmes événements qu'eux,
tu as les mêmes contraintes, tu connais déjà les contraintes. Et je suis même moins influencé, en fait, puisque je n'ai plus qu'un regard externe. Ouais, il y a ça, et la technique, c'est du détail. C'est ça. Donc, Un détail ça date pas d'implémentation. d'hier. Ce que je veux dire, c'est un détail d'implémentation. J'adore ce terme-là. Ça veut dire que ça date pas d'hier, en fait, le fait que la technique, c'est secondaire. Ce qui veut, et par contre, je te rejoins que, effectivement, les LLM rendant réellement l'implémentation, en tout cas, la première implémentation, le premier jet et le second jet, on va dire rapide, alors peut-être que le dev va s'intéresser un peu plus au métier, et derrière, il y a cet effort-là qui est encore autre chose, qui est parler le langage business. Le langage business, c'est encore une surcouche par-dessus, en fait. C'est encore une surcouche par-dessus. C'est encore un langage différent, mais que tu dois aussi maîtriser. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai ce biais-là vis-à-vis des legacy, parce que comme tu dis, la décision était déjà prise en amont. Mais j'ai eu des expériences, mais c'était beaucoup plus petit, où on était arrivé en renfort justement sur ces parties-là parce que c'était ardu et qu'il n'y avait pas de volonté de réécriture. Ils avaient déjà fait en fait des expériences de réécriture qui s'étaient très mal passées. Donc ils ont dit non mais on a pris le truc par le mauvais bout. Tu vois, ils ont appris de leur expérience. Mais c'est rare, c'est rare. Vraiment, la plupart du temps, ce que je vois, c'est et on est des créatures sociales. C'est un petit peu, ça se comprend. Tu vois, sur les réseaux sociaux, on te bourre le mou sur tel ou tel techno, ou on te bourre le mou sur le fait que les GAFAM, ils sont partis. Tiens, je prends l'exemple de Kubernetes, tu vois. Et hop, et tout le monde fait du Kubernetes maintenant. Et c'est peut-être pas forcément adapté tout le temps. Tu vois, non. Alors que le truc, c'est que ça va être poussé derrière. Je prends l'exemple avec le DevOps, et puis il y a d'autres keywords derrière. Et en vrai, ça triche beaucoup, on est beaucoup influencé, ça dit pas forcément la vérité, on ne valorise pas forcément les choses. Donc ouais, à un moment donné, c'est peut-être pas forcément... Alors, je suis un peu provocateur des fois quand je dis que les techs devraient prendre le pouvoir d'une certaine manière, mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et donc peut-être qu'on devrait faire le ménage aussi de notre côté et de dire ok, on va peut-être arrêter de qualifier un peu rapidement les choses de legacy ou de remettre le tapis, pour reprendre ma première métaphore, sur un certain nombre de choses et de dire ok, on se remonte les manches. Il y a des stacks qui évoluent, très bien. Tu vois, on reprend l'exemple de Java. Vous allez m'entendre dire du bien de Java ce soir. Ils gèrent leur truc très très bien dans la continuité. PHP, c'est pareil, ils gèrent leur truc très très bien dans la continuité. Rappelle que il reste encore 70% du web, voire plus peut-être, qui est encore sous PHP ou WordPress bien en général. Donc j'en profite pour le PHP moderne. Le PHP moderne, c'est vraiment une dinguerie ce qu'ils en ont fait, en fait, en termes d'expressivité, etc. Et la communauté PHP, c'est ça. Tu trouveras aucune communauté aussi positive et aussi géniale que la communauté. C'est ça, mais fidèle que la communauté PHP. Laravel, Symfony, Drupal, enfin voilà, si on commence à regarder, effectivement, moi j'ai croisé des gens extraordinaires qui sont sur ces stacks-là et ça continue. Et avoir un CMS qui est basé sur Drupal, c'est pas du legacy. Enfin, faut le vouloir quand même. PrestaShop, c'est du PHP. WordPress, c'est du PHP. Tout à fait. Donc voilà, effectivement, faut investir sur les bonnes technos. Des fois, il faut se poser des bonnes questions. C'est normal de se poser des bonnes questions. Les technos, elles évoluent. On a le droit de les challenger. Là, en ce moment, tu vois, je prends Node.js, ils prennent quand même bien cher parce qu'ils se font attaquer à la fois sur l'écosystème, les perfs, les machins, etc. Alors qu'il y a pas si longtemps que ça, c'était le truc ultra moderne. Il fallait dégager tous les Java J2E pour les remplacer par des Node.js. Bon, je vais pas leur en vouloir. Alors, est-ce que c'est pas Ben qui est arrivé et qui a dit oh putain, c'est pas parce que Ben est arrivé et dit oh putain, mais en fait ça pourrait marcher beaucoup plus vite la gestion de package ou un truc comme ça. Oui, mais entre autres, mais tu vois, enfin, il y a c'est ce que je disais quand je parlais de l'effet Lindy là dans mes conférences, et ce qui a longtemps existé existera encore plus longtemps derrière, parce que il y a des raisons. Voilà, il y a une trajectoire, il y a une lancée, et si on devait, pour revenir sur nos histoires de legacy, je pense que c'est plutôt cet esprit-là qu'il faut avoir, c'est de se dire ça a existé, ça a rempli son besoin, ça a une certaine charge à maintenir, donc ça il faut la valoriser. Ça a une certaine charge à faire évoluer, et donc peut-être qu'il faut rattraper un petit peu, mais ça peut être très progressif aussi, bien évidemment. On n'est pas obligé de passer de Java 9 à Java 72 du jour au lendemain, mais il faut le valoriser, et surtout, il faut le vendre et travailler en transparence, comme on disait, de manière hybride, top-down et bottom-up, arriver à avoir un dialogue pour finalement se dire, oui, le legacy, c'est pas si mal finalement, et on peut s'en sortir. Tout à fait. Surtout, pour revenir juste sur un truc que tu disais, il y a
le côté culteux du cargo et tout ça, qui fait que on a trop, enfin, en tout cas, certains ou tech ou les jeunes notamment ont tendance à trop sauter d'une technologie à l'autre dès qu'ils en ont la possibilité et se créent au final des potentiels futurs legacy. Oui. Parce que en fait, du moment que tu sautes d'une techno à l'autre, ça veut dire que le produit que tu viens de faire, le service, le composant, potentiellement comme il ne devient plus ton environnement courant parce que tu sautes pour pas autre chose que courir après les washers comme un chapeau en fait. Il y a un moyen aussi de diminuer le legacy en restant raisonnable sur les technologies que tu utilises. En fait. Oui. Et sur les technologies, je veux dire, à un moment, t'es pas là non plus pour te faire plaisir constamment. Donc, en pensant à l'intérêt de la boîte, quand tu as la possibilité de faire quelque chose de nouveau, t'es pas obligé d'engager une technologie nouvelle. Il peut y avoir des expérimentations et si t'es dans une organisation plutôt bonne, elles seront assumées et créées pour ça, etc. Où tu vas pouvoir tester, mais n'en profite pas non plus là du point de vue tech individuel pour t'éparpiller en fait. C'est ça. C'est ça. Non, mais tout à fait, effectivement. C'est le meilleur message qu'on puisse passer aux juniors. Donc c'est aussi peut-être à nous plus seniors de transmettre ça. Ok, bah voilà, ça fait le tour, tu vois. On se disait comment on va faire pour meubler, mais on est déjà 1h49, mine de rien. Et on va pouvoir enfin commencer le sujet. En fait, on va démarrer. Non, c'est effectivement un sujet sur lequel on reviendra d'une autre manière. Je pense que voilà, ça reste au cœur de nos stacks. Non, je pense que ça fait le tour. On va, je pense, s'arrêter là. Je vais déjà commencer. Un grand merci Alexandre d'être venu ce soir et d'être prêté à l'exercice. Je sais que c'est pas simple et on me dit souvent que voilà. C'est vraiment un super échange. N'hésitez pas à rebondir dessus. Donc là, le chat, ça sera terminé pour ce soir, mais n'hésitez pas à revenir dessus quand on publiera la vidéo. Donc le temps que je fasse le montage, etc. Montage viteuf, histoire que vous puissiez, réagir dessus sur les réseaux, sur YouTube. On reviendra, je pense, largement sur vos commentaires. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé. C'était super cool. On a enfin clarifié quel était l'historique de Nokia. C'était du papier seulement et pas du PQ. Mais après, le papier, t'en fais ce que tu veux. Hein. Voilà, c'est du papier journal et on sait qu'il y a des journaux où on peut s'en servir de différentes manières. Emballer son poisson notamment. Alors, un grand merci à vous d'avoir participé. Ça me fait très plaisir. Notamment sur la formule, si vous avez des feedbacks sur la partie formule, entretien, etc., n'hésitez pas. J'en demanderai à Alexandre, mais n'hésitez pas vous de votre côté. C'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut faire évoluer sur le sujet. Et puis voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ouais. Oui, pour une émission qui devait durer 1 heure, je pense qu'on a fait le tour. On est plutôt pas mal. Un grand merci Alexandre, encore une fois. Un grand merci à vous. Et puis, on se retrouve bientôt. J'ai envie de dire ça. OK ? Merci à Keltar pour tes interventions. Ouais, très bien. Super, merci. Je sais qu'il aime bien causer, Keltar. J'ai toujours un plaisir de causer, Keltar. Un grand merci à vous. Bonne soirée. Et à bientôt. Ciao, bye. Bonne soirée.